Madame, Monsieur, bonsoir. À quoi faut-il s'en tenir désormais dans la crise anglophone au Cameroun? En effet, le tour violent pris par les événements a donné à voir ces derniers jours le raidissement des positions dans les deux camps, notamment du côté des sécessionnistes qui ont commis le meurtre de plusieurs hommes en tenue. Et puis, dans le camp du pouvoir, où seule la réponse militaire semble être aujourd'hui priorisée. Faut-il alors conclure que le dialogue est enterré dans la crise anglophone au Cameroun? De plus, peut-on considérer, comme certains, que Yaoundé joue la carte du pourrissement pour endormir les acteurs de cette crise et finalement se refuser à toute discussion? Nous en parlerons ce soir avec nos deux invités. Par ailleurs, 2018 sera une année électorale avec, entre autres scrutins, la présidentielle. Quel visage offrent à ce sujet les camps et les acteurs de cette échéance? Deux invités prennent part à notre débat ce soir pour nous éclairer sur ces problématiques. Il s'agit d'Angelbert Essomba Bongono. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député suppléant du RDPC dans la Mefou et à Konon. Tout à fait. Voilà, vous êtes également un acteur politique connu sur la place et votre présence notamment dans les débats publics. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. J'ai dit bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Alors avec vous ce soir le docteur Hilaire Kamga. Bonsoir. Bonsoir citoyens et bonsoir à tous les citoyens qui nous regardent. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis sur votre plateau aujourd'hui. Alors, vous êtes acteur de la société civile, mais on peut également dire que vous avez un pied dans l'opposition, puisque vous êtes mandataire de l'Offre Orange. Oui, je suis mandataire de l'Offre Orange. L'Offre Orange qui est un mouvement qui aspire à proposer une solution d'alternance pour le pouvoir en 2018 désormais. Une alternance par la paix dans les urnes, parce qu'on postule que M. Biapol, qui a fait ce qu'il avait à faire sûrement, a atteint l'âge de la sagesse lorsqu'on considère la mythologie africaine. Et donc, de ce point de vue, il a droit à un repos et nous aspirons, en tant que nouvelle génération, à pouvoir le remplacer de manière légitime. Ce faisant, nous ne nous écartons pas de notre ancrage stratégique qui est la société civile camerounaise. Bien entendu, cela ne nous empêche pas de pouvoir postuler aux positions de pouvoir. Et c'est avec plaisir que je suis sur votre plateau et que je vais échanger avec un très brillant ami qui est Angelbert Essomba Bongono, avec qui on a échangé pendant de longues années. À sa manière, il contribue à ce que la démocratie avance. Nous avons depuis 10 ans au moins travaillé ensemble, lui au RDPC, nous de l'autre côté, et on s'accepte comme ça. C'est ça qui fait vivre la démocratie et j'en suis fier que vous nous ayez invités à deux. Merci, Dr Hilaire Kamga, d'avoir accepté l'invitation d'Equinox Télévision dans le cadre de cette émission Géopolis. Alors, pour commencer ce débat, Angelbert Bongono Essomba, la crise Angelbert Essomba Bongono. Tout à fait. On va y arriver. Alors, la crise anglophone aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire? Elle est grave, suffisamment grave, ou est-ce que tout est perdu, les camps se sont radicalisés pour qu'on puisse plus espérer quelque chose? La crise s'est aggravée. C'est aggravé parce qu'au moment où précisément nous pensions que nous sommes arrivés au bout d'un certain nombre de consultations qui permettaient de ramener la sérénité sur le terrain, nous avons vu cette escalade terroriste, il faut le dire, qui pour nous se résume à la violation des dispositions pertinentes de l'article 102 du Code pénal sur l'ensemble des crimes contre la sûreté de l'État. Et nous en sommes arrivés là jusqu'au moment où le président de la République, prenant ses responsabilités, a décidé d'apporter une riposte convenable à la situation créée sur le terrain par ce qui impose au Cameroun un conflit interne dont nous n'avions pas besoin et dont nous pouvions faire l'économie. Il y a des problèmes partout, des problèmes existent. Nous sommes en responsabilité et nous constatons que sur le terrain, les mesures prises par le gouvernement se développent et vont certainement ramener la sérénité qui va permettre éventuellement de discuter plus sereinement, plus en profondeur avec certains acteurs de la crise et certaines composantes de la nation dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je crois que
c'est une réponse qui est convenable parce que lorsque vous faites comparaison des paraisons, dit-on souvent, mais c'est généralement en faisant des comparaisons qu'on structure un raisonnement. Lorsque vous faites une étude linéaire du type de crise que nous avons connu dans le nord-ouest et le sud-ouest dans d'autres pays, vous voyez qu'il y a au moins une réponse à deux détentes. La première détente est généralement politique et passe par les consultations, la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures administratives, comme le gouvernement l'a fait jusqu'ici, en écoutant les acteurs, en prenant l'information, c'est ceux qui sont plus ou moins impliqués, directement ou non, en élargissant le champ d'écoute ou de consultation à d'autres acteurs, les congrégations religieuses, les associations de la société civile, les partis politiques éventuellement, et certaines personnalités. L'autre détente est généralement militaire, parce que cette étude linéaire des sécessions a montré un profil classique qui va par étapes et qui montre très bien qu'à un moment donné, le mouvement sécessionniste qui réclame la partition du Cameroun, parce qu'il faut le dire, parce qu'il s'agit de cela, qui ne trouve pas une oreille attentive sur le sujet ou sur la question qui est posée, la partition du Cameroun, de la part du gouvernement en place, passe à la phase militaire. C'est pour cela que la double détente existe et il n'est pas exclu que la réponse sécuritaire ou militaire qui va être mise en développement et qui est même en développement depuis 3 ou 4 jours va permettre l'aménagement d'un cadre restreint pour un bon dialogue politique. Ok. Alors, vous estimez que double détente, docteur Hilaire Kamga, comment dit-on la crise anglophone aujourd'hui au Cameroun? J'ai une confiance réelle à l'armée camerounaise, la vraie armée, les vraies forces de sécurité et les vraies forces de défense, pour celles qui ont été bien formées en matière de droits de l'homme, pour dire qu'elles ne pourraient pas. Mais malheureusement, plus le règne s'enlisant, on a développé à côté de l'armée une autre armée. Pas une armée parallèle, quand même. Qui est une quasi-armée. Je ne veux pas dire une armée parallèle, ce serait les mots ont leur... absolument. Voilà, et donc je ne veux pas dire parallèle, mais une quasi-armée qui fonctionne en dehors des règles normales et qui malheureusement pose des actes extrêmement gravissimes sur le terrain. La crise anglophone en est victime de cela aujourd'hui. Je voudrais que M. Biya-Paul, en 2017, se ravise et se rappela ce qu'il annonça à Radio Monte Carlo et qu'il ajoute à cela le fait qu'il aurait laissé un pays en paix parce qu'il a trouvé en paix. Et pour laisser un pays en paix, il faut inverser les paradigmes d'analyse de la crise anglophone. Il faut cesser d'analyser sous le prisme des rapports des services de renseignement qui ont d'autres types d'intérêts et qui voudraient naturellement cultiver la crise. Il y a une industrie de la crise qui est née de la crise anglophone et qui se développe et qui doit s'entretenir et qui naturellement commande, oriente, restructure négativement les rapports de terrain sur la crise anglophone et donc empêche la prise de décision qui devrait permettre d'endiguer cette crise de manière définitive. En clair, pour ceux qui nous suivent et qui nous regardent, il y a des gens qui ont intérêt à ce que la crise perdure, se renforce, parce qu'ils trouvent un intérêt économique, stratégique, politique et de positionnement dans l'enlisement de la crise. Ils gagnent de l'argent. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Oui, ils gagnent de l'argent. Il faut que M. Biyanon se ravisse, qu'il écoute les gens, qu'il cesse d'écouter une frange de personnes. Et sa posture, jusqu'à maintenant, ne m'a pas laissé croire qu'il a, je ne vais pas dire qu'il n'a pas lucidité, mais qu'il a encore la capacité d'avoir accès à l'ensemble des rapports crédibles de renseignement. Moi, je le paye. Il est mon salarié, M. Biya-Paul. Je lui donne de l'argent, je le paye, je lui donne les moyens pour assurer ma sécurité, avoir tous les renseignements nécessaires et assurer ma sécurité à l'intérieur, à l'extérieur et partout ailleurs. Il a l'obligation de le faire et s'il ne le fait pas, il ne doit pas me dire qu'il n'a pas eu les moyens. Et pour l'instant, il n'écoute pas beaucoup son peuple. La crise anglophone, c'est quoi? Je vais finir l'analyse par là. C'est les gens qui, à un moment donné, posent un problème réel sur la table. Ils disent il y a un problème réel de gouvernance. L'anglophonie a fait ci, le bilinguisme a fait ça, ainsi de suite, et tout ce qu'on peut imaginer. Donc, premier acte, parce qu'il y a une trilogie d'analyse qu'il va falloir prendre en considération. Premier acte, on peut assimiler un problème de gouvernance. Mais en réponse à ce problème de gouvernance, dont les péripéties sont passées au Premier ministère et autres, on a vu la réaction de l'ordre gouvernant. Arrêter les leaders qui, à la réalité, avaient une légitimité du fait qu'on a considéré qu'ils viennent négocier. On les a arrêtés, mettre en prison.
Et ensuite, on a coupé Internet. Et donc, dans les régions anglophones, il y a eu un glissement de la revendication. De la crise de gouvernance vers une revendication de fédéralisme. Ils sont rappelés en 1961, ils ont dit, bon, tant qu'à faire, vraiment, on était quelque chose avant, mais là, on n'est pas obligé de se mettre avec les francophones. Donc, on accepte le fédéralisme. La réponse gouvernementale sur cette deuxième étape a été quoi? Nous interdire, nous, les leaders d'opinion, à prononcer même ce mot dans les médias. Et je le dis de manière très officielle, puisque j'en ai été victime. Sur un plateau, on m'a dit, on vient de recevoir des ordres et on ne doit pas parler de ce mot de fédéralisme. J'ai rappelé que, à la journaliste en question, vraiment, j'ai compris, je vais rappeler sur le plateau, parce que personne ne m'interdira de parler de ce qui est écrit dans la Constitution. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, M. Guizogo, le mot fédéralisme existe encore dans la Constitution. Les États fédérés à l'article 100 existent encore. Hein, c'est-à-dire que même si on a fait une évocation, ça existe, donc on ne peut pas m'empêcher. On en a parlé. Donc il y a encore eu à ce moment-là un refus de discuter. Oui. C'est un message fort que les populations de Bamenda donnent au pouvoir de Yaoundé pour dire ces gens ne nous représentent plus, ils ne peuvent plus être ceux qui nous parlent à non. Mais en septembre, M. Biya, le port, il met dans sa délégation, il va aux États-Unis avec lui pour le dernier voyage qu'il a fait à Ouagadougou, à Abidjan, c'est avec M. Atangadi, pour montrer qu'en fait le leadership populaire n'est pas le leadership adoubé par Yaoundé, et que Yaoundé a son leadership qui est un leadership opposé à la population anglophone. Et donc, du coup, on arrive à cette crise qui aujourd'hui est devenue militaire. Est-ce que la réponse militaire est la bonne solution? Alors, je ne suis pas. On reviendra sur cet aspect. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs, à la suite de ce que vient de dire le docteur Kamga, Gilbert et Sombabongono, est-ce que vous considérez, vous, que le gouvernement a commis des erreurs dans l'analyse et les réponses apportées face à cette crise-là, telle que vient de l'affirmer Hilaire Kamga? Non, le gouvernement n'a pas commis des erreurs. Je ne sais pas si mon ami Hilaire Kamga met les événements par les bons bouts. Oui. Je dois quand même rappeler que il y a peut-être une multiplicité d'armées ou de corps d'armes dans l'armée camerounaise, mais il y a une unité de commandement. Donc il ne peut pas contester ce point. Donc il n'y a pas deux armées au Cameroun, la vraie et la fausse. Donc vraiment, s'il a enseigné à l'école militaire, je crois qu'il sait que ce que j'ai dit là est vrai. Il y a une unité de commandement de l'armée camerounaise. Et nous faisons tous confiance à cette armée. Il ne faut pas donner l'impression qu'il y a, quand vous voyez les différences de couleurs,
par exemple des bérets ou des vêtements, que c'est plusieurs armées. C'est une seule armée qui a un seul commandement, un seul chef qui est le président de la République. Et il y a un ministre délégué qui est en charge des questions de défense et de sécurité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ne sais pas si on parle de même région, du nord-ouest et du sud-ouest. Il est comme... Moi, je ne sais pas si quelqu'un a interdit de parler de fédéralisme au Cameroun. Il faut savoir qu'un parti comme le SDF est fédéraliste depuis 1990. Oui, c'est clair. Il n'a jamais été interdit. Donc c'est complètement faux de dire que non, c'est pas complètement on a tenté de... Bon, ça c'est un choix éditorial du journaliste. Non, pas de choix éditorial, c'est officiel. Le ministre de la Communication... Il l'a dit de manière... Qui représente M. Billard, qui l'a dit. Attendez. C'est un choix de ce journaliste. Moi, j'ai assisté à d'autres débats où j'ai évoqué la question du fédéralisme sans qu'on me fasse présenter une note ou une instruction du ministre de la Communication. Et je ne savais pas qu'il pouvait donner des instructions à des médias privés ou indépendants. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que contrairement à ce qu'il dit, le Premier ministre, je regrette, M. Paul Atanganji, ministre chargé des missions à la présidence de la République, il ne représente pas les populations. Ce sont des membres du gouvernement. Ils n'ont pas vocation à représenter les populations. Et il est quand même un démocrate. Il sait que la représentation d'une composante de la nation ou de la nation se fait par le voie de l'élection. Le Premier ministre n'est pas élu pour représenter les anglophones, les gens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est le Premier ministre du gouvernement de la République du Cameroun. C'est républicain, ça n'a rien à voir avec le village identitaire et tout. Et c'est normal qu'assumant les fonctions de chef de gouvernement, on l'envoie là-bas. Parce que c'est une problématique camerounaise. Ça aurait pu être dans la région du nord-ouest, de l'est ou de l'extrême nord. Il serait allé avec la même vélocité parce que instruit et mis en mission par le président de la République. Donc, il ne faut pas dire que M. Apoul Atanganji, bien qu'il soit originaire du nord-ouest, ne représente pas ses populations. Donc, il n'y a pas de conflit de leadership pour nous. Mais même s'il est très contesté. Mais sauf... Il peut être contesté, ça c'est le problème de ceux qui le contestent. On ne peut pas changer cet avis-là. Je passe au quatrième point. Le quatrième point, c'est quoi? C'est que moi, je suis allé au nord-ouest, au sud-ouest. J'ai trouvé là-bas des unionistes, des adeptes du retour au Nigeria, des sécessionnistes au sens de... Pur et terme de couper le Cameroun. Tout à fait. Que M. Biya discute ou pas avec eux, il faut couper le Cameroun. J'ai trouvé des fédéralistes, j'ai trouvé des unitaristes, ceux qui sont attachés à la République unitaire. Donc, il y a un conglomérat d'au moins 8 tendances qui sont actives sur le terrain et qui vous expriment des points de vue qui ne sont même pas conciliables, même si on venait à les mettre sur une table de discussion. Donc, et qui ont un seul point commun, c'est qu'ils utilisent la langue anglaise pour s'exprimer. Ils sont originaires du nord-ouest ou du sud-ouest. Ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, c'est que le gouvernement subit cette... Vous avez dit vous-même, M. Biya a reçu un pays en tant que successeur constitutionnel du président Aïd. Le président Aïd, je le dis, je vous laisse, M. Biya, mon successeur constitutionnel. Et vous voulez que lui, il nous laisse un pays fragmenté alors que nous sommes bâtis 10 ans durant à la Cour internationale de justice pour récupérer Bakassi. Allez le dire au professeur Maurice Kamto, s'il va vous accepter d'avoir fait 10 ans de bataille à la CIJ, passer des nuits blanches dans les moustiques, les serpents, dans les marais, pour séparer le Cameroun et matérialiser la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, et accepter de venir demain, parce que j'estime que le MRC a vocation à devenir un parti gouvernant. Vous pensez que M. Maurice Kamto peut accepter de venir prendre un pays qui est coupé? D'ailleurs, il faut comprendre la réclamation de ces partis politiques qui demandent au président de ne pas céder un seul centimètre du Cameroun. Donc, la sécession du Cameroun n'est pas un sujet de dialogue. On ne discute pas avec les sécessionnistes qui ne sont pas camerounais. Ceux qui demandent la sécession... oui, puisque la déclaration, ça donne l'occasion d'évoquer la déclaration du chef d'État à l'aéroport, qui dit... Attendez, monsieur. Qui dit les sécessionnistes sont des communautés internationales à témoin sur le fait que le Cameroun est attaqué. Attaqué par des gens qui ne sont pas camerounais, mais qui veulent venir discuter des questions du Cameroun. Qui veulent discuter avec le Cameroun, parce qu'ils sont ambazoniens, c'est ce qu'ils disent. Et vous voulez que les Camerounais... Le président de la République est dans une posture que vous trouvez tout à fait convenable. Il est dans la posture de celui qui assume
l'autorité de l'État au Cameroun en vertu de la Constitution. C'est le peuple camerounais qui l'a élu et qui lui a donné le mandat d'assurer l'intégrité du territoire du Cameroun, de défendre cette intégrité, d'assurer l'autorité de l'État avec le Parlement, de garantir l'unité de la nation. C'est pour cela que, contrairement à ce que Hilaire Kamga vient de dire ici, on n'a même pas encore épuisé tout le temps qu'il faut pour écouter et laisser parler les gens. Tous les masques ne sont pas tombés. Que non. Cette question anglophone, Des masques encore, il y aurait... est-ce que vous savez que cette question anglophone a fait l'objet de la table de discussion sur la table ronde de 58 au Cameroun? Vous savez qu'il y a eu 3 grands mouvements, 3 grands dialogues politiques au sens de rassembler des acteurs politiques dans une salle avec un ordre du jour. 1958, on appelait ça la table ronde. Oui. C'était un peu la mode à l'époque. Absolument. 1961, la conférence de Fumban. Oui. Et 1991, la tripartite. En 1958, déjà, la question anglophone se posait. Et vous pensez que depuis 1958, on n'a encore rien vu? Est-ce que vous savez qu'un pays comme les États-Unis a essuyé une guerre de sécession? Oui, en 1861. Voilà. Donc, de 1861 il ne faut pas croire à que 1865. de novembre 2016 à novembre 2017, certains veulent nous faire croire que non, beaucoup de temps est passé, tous les masques ne sont pas encore tombés. Et moi, je suis sûr qu'il y a des masques qui vont encore tomber. Lesquels, par exemple, un des derniers masques, et je conclue peut-être là-dessus. Oui, tout à fait. Vous avez le souvenir que lorsque Boko Haram attaque le Cameroun entre mars et avril 2014, Oui, tout à fait. il y a eu beaucoup de confusion. On a entendu tout et rien sur cette menace Boko Haram. On a même entendu des gens dire que Boko Haram est parmi nous. Oui. Vous savez ce que les élites du Nord et du Grand Nord ont fait? Elles sont descendues sur le terrain pour faire une clarification. Vous avez souvenir de ça? Oui, tout à fait. Mais alors, ce n'est pas le cas ici. Attendez. Si je suis votre raisonnement, vous voulez dire que ce n'est pas le cas dans la Laissez-moi conclure. Oui, bien sûr. Laissez-moi conclure. Je vous laisse. Et vous avez vu que la prise de position de ces responsables, reconnus ou pas, ces élites, ces forces vives du Grand Nord, a permis de clarifier la situation et de mettre sur le terrain un dispositif civil qu'on appelle les comités de vigilance qui apportent un concours inestimable à l'armée camerounaise dans la lutte contre Boko Haram. Oui, mais ma question reste en suspens. Je vous dis donc que Oui, mais les masques ne sont nous pas tombés. attendons Vous attendez que les élites du Nord-Ouest et du Sud-Ouest En ce qui me descendent sur le concerne, terrain? les élites du Nord-Ouest et du Sud-Ouest doivent descendre sur le terrain pour clarifier la situation. Je vous ai cité au moins 6 mouvements dans ces zones-là qui sont actifs et qui réclament ce que certains appellent le dialogue, qu'on aille s'asseoir avec des gens qui vous disent qu'on doit les laisser rentrer au Nigeria. Ils y croient. Bon, voilà. Vous pensez qu'un gouvernement sérieux du Cameroun peut accepter ce genre de discussion? Donc,
Il a été arrêté et déporté, je le dis de manière solennelle. Donc, hommage à lui, et nous avons demandé au gouvernement, M. Biya, de le libérer en urgence. Quand j'ai fini de dire ça, il fait partie des hommes qu'on arrête comme ça, on enlève. C'est parce que Ngana est connu. Si Patrice Ngana n'était pas connu, on n'en parlerait pas beaucoup. Mais ils sont des centaines de personnes qui sont arrêtées au quotidien, et au motif qu'on veut préserver un certain ordre et la stabilité et la paix au Cameroun. Ces gens sont des anonymes, ils ne sont pas en tenue, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Alors, je dois dire que ces derniers jours, le professeur Ngana travaillait sur la guerre, il collectait sur la question du génocide à l'Ouest. En tant qu'écrivain. Oui, en tant qu'écrivain, il a fait le tour. Oui. Et pour dire à mon ami Gilbert, moi j'ai fait le tour, j'y travaille. J'ai travaillé énormément dans le nord-ouest et le sud-ouest avec mes hommes. Parmi les 122 organisations de la plateforme de la société civile, il y en a 37 qui sont des régions nord-ouest et sud-ouest. Je suis celui qui a mis en place l'Observatoire chrétien des élections. Et donc, il y a dans tous les paroisses du nord-ouest et sud-ouest, des hommes qui nous sont proches, sont présents. Et on a donc une information suffisante, sérieuse, du pool de terrain, que ceux d'un touriste qui peut aller pour quelques jours. Donc, au quotidien, nous centralisons un certain nombre d'informations. Donc, Ingabé a fait ses tours, si je suis d'accord, je comprends. Mais nous, on est au quotidien scotché sur l'affaire. On a le pool de la situation. Et sur le plan historique, parce que j'ai dit sur 3 plans, je vais répondre. Le plan historique, je suis d'accord avec lui, il y a eu 16 étapes. Mais simplement, la question anglophone est différente des autres questions, parce que justement, en 61, on structure autre chose. C'est un vivre ensemble entre 2 entités totalement différentes. Nous, à l'Oforange, on dit par exemple que la conférence constitutionnelle que nous attendons va réfléchir jusqu'au nom du Cameroun, parce qu'on n'est pas obligé de nous appeler les crevettes. C'est-à-dire qu'il y a des gens à l'extérieur qui nous ont donné des noms. Et comme ils ont donné des noms, il y avait une partie, ils ont colonisé une partie, c'est pas une colonisation, c'est-à-dire la tutelle a permis une forme de colonisation. De fait, dans la région anglophone, il y a une culture qui a été assimilée ou alors qui est en parallèle avec d'autres. Et nous autres francophones, qu'on soit Bamileke, Fang, qu'on soit et tout, on était des francophones d'un autre côté. Donc, moi, j'ai fait un article qui structure les 3 grandes problématiques. La question anglophone, la question linguistique, la question religieuse et la question ethnique. Donc, on est là sur la question linguistique. Ouais. Et donc, la conférence de Fouman pose des préalables. Il y a des termes dans la constitution de Fouman, je ne vais pas revenir sur cette histoire, on en a suffisamment débattu, qui étaient immuables. Et la partie anglophone a escroqué la partie francophone. Cette escroquerie historique, politico-historique, a besoin d'être reparée. La partie francophone a escroqué la partie anglophone. C'est clair. Voilà. C'est-à-dire le leadership francophone de l'époque, un leadership néocolonial, piloté par Idio et ses affidés, sous les directives de la France, a escroqué la partie anglophone aux sorties de Fouman. N'est-ce pas? Les accords de gouvernement, les accords de gestion de la société camerounaise devenue unitaire n'ont jamais été respectés. La Constitution de 61 a connu la mutation de 72 que nous connaissons tous, avec ce qu'on a appelé le fameux référendum, qui est aujourd'hui les historiens, selon les bords, disent qu'il y avait seulement un seul bulletin. On ne questionne pas cela. Mais seulement il faut revenir sur les fondamentaux de vivre ensemble de 61 pour savoir si même ce qu'on a fait en 72 avait sa raison d'être. Quand bien même on l'a accepté en 72, on parle de la République unie du Cameroun, la République unie du Cameroun, pour République du Cameroun sans demander aux anglophones. C'est-à-dire qu'il y a une assimilation voulue. C'est ce que j'appelle l'escroquerie politico-historique des partis anglophones. Donc, on se retrouve avec la République du Cameroun. Et ensuite, les batailles de 90 que nous avons menées permettent qu'au sorti, effectivement, M. Biya réussit avec ses hommes à nous faire le coup de la tripartite, en lieu et place de la conférence nationale souveraine que nous revendiquons. Il faut noter que j'ai perdu mes hommes et mes amis, une centaine de personnes dans les rues qui ont été tuées par le régime de M. Biya pendant ces opérations des années 90. C'est officiel, même si M. Conchou a dit qu'il y avait 0 mort à l'époque. Donc nous assumons, en tant que l'un des derniers rescapés de cette affaire encore existant au Cameroun, nous assumons, et pour leur mémoire, nous en parlons de manière officielle. Ngana, j'en parle parce qu'il était là avec nous pendant ces batailles de 92. Donc, malgré ces morts-là, on est allé quand même à la tripartite. Les gens sont allés à la tripartite, ils ont accepté des choses que nous, on s'est tués, on a accepté. En 87, on a donc une constitution, dans quelle constitution on refuse même à la suite de la mettre en application. Et quand la partie anglophone se dit, ben, nous on a même accepté cette histoire de centralisation, appliquée au moins, personne n'a appliqué pendant 20 ans. C'est légitime que les gens revendiquent. Sauf que leur revendication n'est pas comme la revendication de mon père à Banjul. Ce n'est pas un problème de gouvernance classique. Il y a des droits qui étaient consacrés parce que les gens acceptaient librement d'être avec nous. Ils auraient pu dire on va au Nigeria où on est autonome. Mais ils ont dit qu'on vient avec vous,
On fait comme on fait ensemble. Donc, il y a eu cette escroquerie politique qu'on vient de réparer. Alors, quand ils ont posé le problème, on aurait pu donc résoudre ce problème historique, on aurait pu résoudre politiquement. Et résoudre politiquement veut dire que quoi? Veut dire que c'est M. Biya qui choisit ses hommes. Il a choisi Yang pour être son ministre, il a son premier ministre, il a choisi... parce qu'en fait, c'est encore une autre violation des accords. Parce que les accords, c'est écrit le Fouman, disaient que le pouvoir devait être partagé. Nous avons travaillé avec beaucoup d'historiens qui ont été là, les acteurs présents, ça devait être partagé. Les francophones avaient la présidence, les anglophones avaient la vice-présidence, et eux, ils avaient l'Assemblée nationale. Le pouvoir exécutif était le leadership des francophones, le pouvoir législatif, le leadership des anglophones, et comme nous étions plus nombreux, on a dit le pouvoir judiciaire, on pouvait en contrôler, sauf que la vice-présidence du pouvoir judiciaire devait être sous anglophone. Ça a fonctionné jusqu'à un certain moment, jusqu'au moment où la partie francophone décide d'assimiler et de refuser tout ça. On a eu le poste de vice-président qui existait et qui était dévolu et qui était réservé aux francophones, aux anglophones, oui, pour leur créer une histoire de premier ministre qui, à la réalité, est moins puissant qu'un conseiller spécial du premier ministre qui est dans son même ministère et qui peut rencontrer M. Biya quand il veut, alors que lui, le premier ministre, souvent, pour certains, ils nous ont dit qu'il n'arrive pas à rencontrer le premier ministre. Hein, ça, c'est le président de la République. Alors, on a créé un premier ministère pour dire que c'était lui qui était le numéro 2 et pour leur enlever en même temps le pouvoir législatif qui leur appartenait, donné aux francophones, c'est-à-dire pour réserver aux amis du Nord. Alors, tous ces éléments qu'on a mis sur la table, les anglophones sont venus les mettre sur la table, à l'arrêter. Nous ne partageons pas le pouvoir avec vous. Nous sommes vos agents. Parce que de tout ce qui est pouvoir de souveraineté, nous n'avons rien du tout. C'est vous qui avez tout. On fait comment? On réfléchit encore. Donc, ça, c'était sur le plan purement politique. Donc, sur ce plan-là, M. Biya-Paul aurait compris que la question qui est posée est politique. Est-ce que M. Yang a la légitimité suffisante pour parler à ses frères? Même la mission qu'il aurait envoyée aurait été différente, parce qu'on est sur le plan politique. C'est-à-dire que les symboles, et Agebe est d'accord avec moi que les symboles comptent en politique. Absolument. Il aurait pu se comprendre que si M. Atangadi a pu être exfiltré, comme ça a été le cas lorsqu'il voulait faire un meeting un peu bizarre dans sa région, ça veut dire qu'en réalité, ces populations ne lui reconnaissent pas une certaine légitimité pour leur parler. Il aurait pu le mettre en cachette, le faire accompagner sans qu'il soit officiellement celui qui est au devant. Mais le mettre là où on l'a mis, c'était une défiance. Ça, c'est sur le plan politique. Donc, sur ce plan, j'ai dit, Gilbert, on aurait pu peut-être faire autrement pour apaiser la population, pour apaiser les gens dans la région. Maintenant, sur le plan purement, je finis par là, parce que je n'ai pas du plan, sur le plan purement juridique, il faut dire une chose importante. Ce que les gars demandent dans la région, c'est ce qui est normal en société. On négocie pour jeter de nouvelles bases de fonctionnement. Les bases de 61, c'est une négociation. Au nom de quoi on pense que ce qu'on a fait en 61, on ne peut pas le faire aujourd'hui, alors qu'on est en crise. Moi, je ne peux pas voir mon pays où on dit que c'est avec les arbres, c'est moi qu'on va gérer tout. On ne pourra jamais gérer. Vous ne pouvez pas être capable de mettre les arbres devant toutes les maisons dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous ne pouvez pas décider comme ça d'assimiler ou alors de prendre en otage une région entière. Non, c'est pas comme ça. On négocie. Palestiniens et Israéliens ne s'entendent pas. Le Hamas tue tous les jours. Mais il y a eu Sharm el-Sheikh, il y a eu Camp David et autres, où on a retrouvé que les médiateurs internationaux sont venus pour amener ces gens-là à se retrouver sur la table malgré leur niveau d'adversité et d'animosité. Ça veut dire que on peut ne pas aimer des gens, mais si on aime son pays, si on ne veut pas voir son peuple se tuer, on peut accepter que, même avec ses ennemis, on négocie. C'est la question qu'on va aborder dans la foulée, justement. Angilbert et son Babongono, on a bien entendu ce débat depuis des mois sur la question du dialogue. Je rappelle quand même qu'en dehors du Cameroun, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à un dialogue inclusif. Ouais. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaël Jean, s'est même proposée comme médiatrice. Alors, est-ce qu'aujourd'hui les portes du dialogue sont closes? Vous développiez déjà, certes, tout à l'heure, l'idée selon laquelle les fils du dialogue n'étaient pas coupés. Alors, on en est où exactement avec la question du dialogue dans la crise? Moi, je vous réponds franchement. D'abord, je suis désolé d'apprendre ici que parce que M. Atangandji n'a pas la même opinion que certains de ses frères, il n'a plus le droit de séjourner en sécurité au nord-ouest, qui est sa région d'origine, au nord-ouest, qui est sa région d'origine, et qu'il faut l'exfiltrer au demeurant. C'est ce qui a été fait. C'est un brevet de civisme qu'il est Kamga décerne à ceux qui ont agressé M. Ile Kamga. Le jour où tu n'as pas une opinion identique à tes frères de ton village, je ne te souhaite pas d'être agressé. Parce que nous sommes dans un état libre où aucun Camerounais n'a le droit de fuir son village parce qu'il ne partage pas l'opinion de ses frères. Bon. Donc, moi, je n'encourage pas les gens.
Moi, je l'encourage. Oui, vous provoquez. Non, je peux pas même le si vous provoquer. provoquez. Je dis, nous sommes dans un pays à fait. libre Oui, où chacun a le droit d'exprimer son opinion. tout à fait. OK. Donc, je crois que M. Atanga Mais a le droit. sauf qu'Angelbert, pour de te dire, s'exprimer. je ne peux pas t'interrompre, sauf pour dire que le président, sauf s'il était resté dans sa propre logique, aurait désavoué officiellement Atangati, puisque Atangati, à ce moment-là, ne reconnaissait pas le problème anglophone, que Biya, par la suite, a reconnu. Écoutez, le président n'a jamais reconnu le problème anglophone. Ah ben, il a Le président a reconnu, non, le président a reconnu qu'il y a des troubles dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du fait d'un mauvais usage ou d'un usage inégalitaire de la langue anglaise par rapport à la langue française. Et c'est pour cela que, comme réponse, parmi les autres réponses, du point de vue linguistique, on a mis en place une commission. Non, il a reconnu le problème. Il y a eu un package de réponses. ENAM, C'est pour ça que je dis, par rapport à l'usage dans les services, dans l'administration de la justice, une insuffisance de l'utilisation de la langue anglaise dans les administrations publiques, parce que les deux langues sont égales de par la Constitution. Tout à fait. C'est pour ça que la commission de promotion du bilinguisme a été mise en place pour promouvoir un usage égal des deux langues. C'était pas ça, Mais le président n'a pas dit qu'il y a un problème anglophone. Non, il a accepté le problème Non, anglophone. attendez. Il ne faut pas que je Je ne voudrais pas qu'on se perde dans cette terminologie. C'est un Non, je ne veux pas que vraiment- l'opinion retienne que vraiment- moi j'ai dit que le Vous président savez, a reconnu. il est. Non, je suis d'accord avec Il toi. est. Je veux que l'opinion retienne que Tu moi sais. j'ai dit que M. Biapol a reconnu le problème Il anglophone est. et que mon ami Angelbert Tu dit sais. que le président n'a pas reconnu. Est C'est- anglophone celui qui parle Juste- non. anglais. Qu'on s'admette ça, qu'on Mon s'admette, on continue. épouse est anglophone. Non, on est Parle d'accord. bien anglais. Non, je veux seulement qu'on Je admette. suis francophone parce que je parle Est-ce français. que M. Biapol a reconnu on ne lui peut ou pas non dire que- l'existence du problème anglophone? C'est ça la seule question. Laisse-moi donc continuer. Non, ça c'est les explications. Voilà. Je dis donc que je suis francophone Est-ce que parce que je Biapol parle a reconnu français. l'existence du problème anglophone? Oui, tout à fait. Je parle français pas parce que je suis francophone, Non, parce que je parle je suis pas français. le modérateur, Pas mais- parce que je suis originaire Non, ça du c'est sang. le débat. Ça c'est le débat. Ça c'est un faux Ça, débat. c'est le débat. absolument. Donc C'était c'est pas pour parce la- qu'on est originaire du C'est Nord-Ouest. l'affirmation qu'on par est le président. anglophone. Est-ce que le président Biapol a reconnu l'existence du problème anglophone? Il a Moi j'ai reconnu- dit qu'il a reconnu. Il a reconnu un déficit Non, de le l'utilisation problème anglophone- publique de l'utilisation de Alors, l'usage ok, public nous de la langue en sommes- anglaise. nous en sommes à la question Bien. du dialogue. Alors, La question du dialogue. Vous savez, Guy, moi je dis, pour ceux qui nous regardent, vous pensez que, vraiment sans sous-estimer la pertinence ou la capacité tentaculaire des Ilek Kamga et de ces associations, vous pensez que ces gens-là ont plus d'informations sur le nord et le sud-ouest que le président de la République? Vous pensez vraiment que le président Biya, président de la République du Cameroun, n'a pas une structure, des moyens d'intervention pour écouter ce qui s'exprime dans le nord-ouest et le sud-ouest? Nous avons commencé précisément par des revendications socio-corporatistes. Et pas moins de 22 mesures ont été prises par le gouvernement pour régler précisément les principales revendications portées questions pratiques qui se posent sur le terrain au nord-ouest et au sud-ouest, y compris la question politique, est entretenue actuellement par le gouvernement. alors, il n'y a pas de pourrissement de la situation. Les accusations de pourrissement. Oui, ça les ne- accusations on de accuse- pourrissement, ce Oui. sont nos adversaires qui veulent le pouvoir. Tous ces partis politiques, quand on les crée pour conquérir le pouvoir. Et il n'est même pas exclu que ce soit une stratégie pour eux. Oui, le RDPC est venu s'asseoir avec nous. Vous êtes incapable de gouverner. Vous êtes incapable d'assumer. Laissez-nous la place. Voilà la discussion. Il vous parle de la conférence nationale. Quel est le texte camerounais qui imposait le président Biya de faire une conférence nationale au Cameroun? Dans un pays où on demande une délibération républicaine. Pour moi, et pour nous au RDPC, le dialogue est républicain. Ça veut dire qu'on ne met pas entre parenthèses les institutions de la République. C'est même ces institutions qui doivent initier le dialogue. Et je vous rappelle que les 3 grands moments que j'ai cités dans l'histoire du Cameroun, et qu'il les reconnaît, qui ont été des moments importants pour la vie de la construction de la nation camerounaise, ont été initiés et convoqués par les institutions publiques camerounaises. La conférence de Fumban est convoquée par le président Ahidjo. Et j'aimerais bien que Ilek Kamga me dise, de 1961 à 1972, moi j'ai eu la chance d'être dedans. Parce que j'étais dans l'administration dedans. Je vous dis, le vice-président de la République fédérale du Cameroun, c'était du pipeau, excusez-moi, prêtez-moi l'expression. C'est ça qui C'était appelle du pipeau comment? Il n'avait aucun pouvoir, parce que quand il vous dit que... Qui même devait ça, lui en c'était- donner alors? Justement, parce que pas c'est- parler. on ne dit pas... je vois un peu cette lecture historique qui n'est confortée par aucun travail scientifique sérieux. Ah non. Oui, relisez les travaux de... professeur Moumsi Mais a fait que ça. relisez le professeur Aboua, Daniel. Non, ça c'est à boire. Non, oui, Il voilà, était un vous voyez, très brillant. vous voyez Aboua ce est un que, très vous brillant. voyez donc, On dans prend- l'histoire du Cameroun, maintenant, même dans Non, l'approche il est très historique, brillant. aucun fait
dans l'histoire des institutions publiques et des faits sociaux au Cameroun ne confirme l'analyse, le survol historique que Hilaire Kamga a fait tout à l'heure. Moi, je ne peux pas entrer là-dedans parce que je ne voudrais pas qu'on mette le débat sur ces aspects-là. Je voudrais que ceux qui nous regardent comprennent que le gouvernement actuel, Hilaire Kamga et moi, vous, Guizot, et tous ceux qui nous regardent, nos compatriotes, nous avons un défi qui est lancé à nous, Camerounais d'aujourd'hui. Comment on le résout? Pour eux, c'est le dialogue. Comme si dès qu'on aura décrété qu'on se retrouve au palais des congrès de Yaoundé ou je ne sais pas où, avec je ne sais pas trop qui, parce qu'aujourd'hui, là, on me disait encore que Célestin Bédiga a créé son parti politique, Chantal Tulé en a créé un. Oui, un mouvement, il l'appelle donc, pas. nous sommes à près de 306 partis politiques. Si vous prenez seulement les partis politiques, il n'y a plus de place ni pour l'Église, ni pour les associations de la société civile. Ah bon. Heureusement, j'ai entendu quelqu'un dire, prenez seulement ceux de l'Assemblée nationale, comme si le leadership de l'Assemblée nationale était absolu. Non, soyons sérieux. Je dis que le gouvernement qui est en place et le président Biya est suffisamment mieux informé que nous tous sur cette crise. Pourquoi? Parce qu'en 1979, dans la délégation qui descend au nord-ouest et au sud-ouest, lorsque la crise déborde, il fait partie de cette délégation. Et je suis sûr qu'il a des éléments historiques, des éléments de crise qui permettent qu'il prenne la responsabilité de dire ce qu'il a dit il y a 3 jours. Il y a quelques jours, lorsqu'il rentrait du sommet de Côte d'Ivoire en disant que le Cameroun que moi je gouverne là, le Cameroun que je dirige, est attaqué par une bande de terroristes, des criminels. C'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le gouvernement, nous avons des gens qui nous empêchent de travailler dans le sens de ramener la sérénité politique, qui nous permet de faire en sorte que Hilaire Kamga et ses amis de l'opposition présente des programmes et une offre politique convenable aux Camerounais pour qu'ils se posent de façon souveraine sur les différentes ordres, les différentes offres qui seront faites sur le marché électoral. Demain, nous aurons une élection en 2018. On va en parler tout à l'heure. Vous pensez qu'à 1 an de l'élection présidentielle, nous, du gouvernement du RDPC, nous allons prendre la responsabilité de mettre le Cameroun sens dessous, juste pour faire plaisir à quelques partis d'opposition qui veulent avoir le privilège de dire, nous on a siégé. De quelle légitimité parle-t-il? Le seul qui exerce l'autorité de l'État avec le Parlement, parce qu'ils ont été élus souverainement par le suffrage universel, c'est le président de la République et le Parlement. Donc, moi je ne sais pas quelle est la légitimité dont c'est réclamé. Peut-être ils ont des associations légales. Pour le dialogue, je résume. Le dialogue se fait actuellement. Il est en cours déjà. Le moment là n'est pas encore arrivé. Ah oui, il viendra alors. Le moment là va arriver où le président de la République, sereinement, parce que la question était déjà politique. Ces gens-là, moi je suis allé au nord-ouest et au sud-ouest, et contrairement à ce que Hilaire Kamga dit, je ne veux pas l'avoir pour le tourisme. Je vais pour y travailler, monsieur. Et je travaille dans un secteur où je touche les populations les plus vulnérables. Je vous dis que le dialogue est même très poussé. Les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les autorités administratives, les responsables des municipalités, les députés, les sénateurs, un certain nombre de responsables à Yaoundé discutent continuellement, régulièrement avec les composantes de la nation camerounaise qui sont installées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour amener la sérénité qui permet justement une mise à plat de la question politique, si tant est qu'il y a une question politique qu'on ne doit pas discuter, qu'on ne doit pas soumettre au suffrage universel à l'occasion d'une élection présidentielle. Voilà, alors Hilaire Kamga, vous avez pris des notes, hein, je vois que vous avez beaucoup de choses à répondre. J'espère que j'aurai le même temps. Absolument. Non, sur cette question, pour dire, d'abord sur le premier aspect, je vais citer 2 noms. Harmonie Bobga, Maître Harmonie Bobga et Antoine-Marie Ngonor. D'abord pour commencer, pour rappeler que ces 2 hommes qui vont être très proches et qui ont 2 lectures pratiquement similaires, sauf que l'un a glissé vers le sécessionnisme et l'autre est dans l'option de dialogue. Antoine-Marie Ngonor, il a été l'un patron de la CRTV. Il vient de commettre une petite version qui fait buzz. Tout à fait. Qui fait buzz pour dire il y a un problème de communication auprès du président pour le président public. Harmonie Bobga, je le prends pour la simple raison que c'est un avocat de la région du Nord-Ouest. Il fait partie des personnes recherchées aujourd'hui. Il a été mon, je vais pas dire mon collaborateur, non, mon adjoint dans l'un des plus grands programmes de 1996 pour instaurer la démocratie au Cameroun. Il croit au Cameroun. Ce programme, on a, à la demande de M. Biapol, M.
André Tchungi, vice-premier ministre de l'administration territoriale, nous a reçus officiellement avec l'ambassade des États-Unis, le représentant de l'Union européenne et tout. On a eu une séance très officielle avec l'actuel secrétaire général du MINAT qui était là, parce qu'il était chargé, il était, je crois, chef de service juridique. Monsieur Pierre Essomba. Oui, qui était là, je crois. Alors, pour que nous mettions en place un programme important pour la démocratie, pour dire que Bobga Harmony, sa tête a été mise à prix comme la mienne, j'ai été obligé d'aller en exil après 1996, pour cette raison-là, je suis revenu très rapidement d'ailleurs, parce que je crois en ce pays. Mais Bobga Harmony ne croyait pas à une séparation. Les gens ont été poussés au séparatisme par l'arrogance de Yaoundé. Et cette arrogance, je cite ces hommes pour dire que, quand je quitte d'Harmonie, Bobga, qui a un mandat d'arrêt contre lui et qui est un avocat émérite du Cameroun, très connu, tout le monde sait qui c'est, je viens sur Antoine Maringono, qui a été, c'est Charles Dongo, directeur actuel de la CRTV, qui me met en contact avec Antoine à l'époque, parce que je veux faire des activités très importantes, et Charles estime que celui qui peut faire cette affaire-là, c'est Antoine Maringono. Et quand il sort cette histoire, à l'époque, il a le courage quand même de réfléchir sur les médias et la démocratie au Cameroun, au Hilton, une rencontre que j'organise personnellement avec des partenaires étrangers. Et aujourd'hui, il rappelle quand même que la communication de M. Biya a un problème. Et je chute sur lui pour dire que c'est un problème. Pourquoi? Parce que justement, de bonne foi, Engelbert dit ce qu'il a dit. Sauf que si nous croyons tous au Cameroun, on a intérêt à dire à M. Biya Paul qui n'est pas omniscient. On a intérêt à lui dire que les services ont un problème. Parce que j'ai 3 faits au moins pour le dire sur ce sujet précis. Quand on fait dire chaque année à M. Biya Paul que la gratuité, dans chaque 10 février, que l'école primaire est gratuite au Cameroun, c'est faux de lui dire. Et il a répété au moins 10 fois de suite. Ça veut dire qu'à côté de lui, il y a des gens qui lui disent des faussetés. Parce qu'il n'y a pas un seul parent au Cameroun qui ne paye pas l'école primaire à ses enfants dans les écoles. C'est faux ce qu'on lui dit de dire. Donc il y a soit à côté de lui, des gens sont malhonnêtes et veulent que le président passe comme un idiot qui ne connaît pas son pays. Ce qui n'est pas le cas. M. Biya est quand même quelqu'un de très sensé. Soit il y a un problème chez lui-même. Ça, c'est le premier cas, la gratuité de l'enseignement, qui est faux et qu'il dit chaque 10 jours. Le deuxième cas, c'est les actes de nomination que M. Biya Paul lui-même fait. C'est des décrets où il nomme des gens. De manière récurrente, nous avons retrouvé des morts dans les personnes que M. Biya a nommées. Si quelqu'un a un service de renseignement crédible et qu'il est lui-même lucide, s'il n'est pas amnésique, il ne nomme pas des morts. Donc il y a un problème dans ces services. Le troisième élément, c'est la professionnalisation. L'un de ces derniers discours, il parlait qu'on vient de découvrir que la professionnalisation dans l'enseignement était quelque chose d'extraordinaire, alors que c'est depuis 20 ans qu'on en parle à l'arrêté, que même son ministre en parlait. Mais lui, dans son discours, c'est survenu du coup comme ça que ça. Donc ces 3 faits montrent qu'il y a un problème. Et comme je ne veux pas croire que M. Biya Paul est amnésique, je crois qu'il y a un problème dans ses services. Il doit mettre de l'ordre. Il y a des gens qui veulent soit le présenter comme un idiot qui ne connaît plus son pays, soit pousser les gens à comprendre qu'il n'est plus en capacité de gouverner. Donc je ne veux pas qu'on soit, nous, ici, dans des studios, nous, des éclaireurs d'opinion, en train de faire croire à M. Biya que tout ce qu'il fait est bon. Je dois lui dire que, Monsieur le Président, vous êtes encore mon Président, comprenez qu'on vous a trompé sur cette question, parce que c'est faux ce qu'on vous a dit. Votre interlocuteur, pour revenir à la crise anglophone, pour lui dire que les populations ne veulent pas voir Tangadi qui a renié leurs problèmes. Vous, si vous le présentez, ça veut dire que vous-même vous reniez, alors que vous avez connu son problème. C'est pour dire que je ne suis pas d'accord sur cette thèse, sur M. Biya, il a tout le service de renseignement. Nous, on est sur le terrain, comme lui, comme le service de M. Biya. Sauf que nous disons la vérité. Moi, depuis 20 ans, je dis la vérité à M. Biya. Quitte à courir des risques que je cours, j'ai été arrêté 17 fois. J'ai été torturé au CNR. À l'époque, tous mes pieds montrent les stigmates de cette torture-là. Donc, pour dire que je dis la vérité à mes risques et périls. Il faut qu'on ait le courage de dire à M. Biya Paul la vérité. On ne doit pas continuer à lui dire que tout est beau et on laisse qu'il enfonce tout le pays dans un gouffre, c'est-à-dire dans un océan. Maintenant, quand on a fini de dire ça, on a dit que la représentation, c'est par les élus. Ah oui, vous parlez là maintenant à un expert des questions électorales. Au moins, celui-là, je ne discute pas avec quelqu'un. Vous n'avez pas m'amené à poser la question sur la légitimité des élus au Cameroun. Hein? Parce que même M. Biya Paul, je l'ai accepté comme président, mais pas au fait qu'il ait été élu, mais qu'il ait été déclaré élu. Ça, c'est une autre question. Donc, du coup, j'ai un problème de légitimité. Parce que quand j'ai une question de droit électoral, on se rend compte que le corps électoral qui a élu, c'est pas pour dire que si les élections, parce que là encore, c'est un autre problème. Si on avait dit la vérité à M. Biya, on lui aurait dit que
au regard, toute chose égale par ailleurs, c'est un économiste brillant, économiste, il sait ce que ça veut dire. Que toute chose égale par ailleurs, si on modifie bien le code électoral, si on fait tout ce que les gens demandent, il n'y a personne qui va t'affronter, tu vas gagner. Il aurait gagné l'élection, sûrement. Mais sauf que, on lui a dit que vraiment, il faut avoir peur, parce que donc, il faut bricoler cette histoire-là. Et l'ECAM lui-même a dit au sorti de l'élection que le corps n'est pas arrivé à ça au Cameroun. Il faut donc qu'en chute, que M. Biya accepte le dialogue. Oui. Le dialogue, là, doit se faire avec les représentants anglophones. Les anglophones peuvent eux-mêmes produire leurs propres représentants. Parce que sur ce débat-là, ils ont fait le All Anglophone Conference 1, All Anglophone Conference 2, où les gens du pouvoir, ceux de l'opposition, les extrémistes de l'extérieur, en exil, tous sont retrouvés et ont produit des résolutions. On peut encore leur demander, produisez un leadership capable de discuter avec l'ordre gouvernant de Yaoundé. Ces gens discutent. On n'a pas besoin, moi je n'ai pas besoin d'être sur une table de discussion pour discuter, forcément. D'accord. C'est au moins clair. C'est au moins clair. Donc, ça veut dire que je suis heureux qu'il ait comme me rejoindre. Oui, mais en fait, dans la notion de souveraineté du peuple. Oui, le peuple souverain. Et aucune fraction de la population. Tout à fait. Y compris M. Biapol et ses hommes. Y compris ceux qui revendiquent à corps et à cri la légitimité de soi-disant dialogue. Oui, y compris Biya lui-même. Bien sûr. Y compris Biya, il ne peut pas se battre. Et vous avez dit que M. Biya ne pense pas que c'est... il est omniscient. Mais ce n'est pas un argument. Voilà, oui, bien sûr. Quel est l'homme qui est omniscient? Même ça. toi, tu n'es pas omniscient. Faire croire que lui, non, parce que quand tu dis que tu lui dis... sauf que toi, tu dis la vérité. Non, je n'ai pas dit que je dis la vérité. Je dis qu'il doit écouter tous les autres tendances. Sois un peu humble. Reconnais que tous les hommes, nous sommes capables de dire des choses qui expriment notre opinion. Tu donnes ton opinion, ce n'est pas la vérité. Tout à fait. Non, voilà, donc, pas du tout. Dès qu'on est sorti donc de ce champ de la confusion, non, qui veut faire croire que parce que toi tu es de l'offre orange, tu ne dis que la vérité, c'est faux. Non, que je dis quelque chose qui doit être dès qu'on sort de ce champ également, ton expertise sur les questions électorales devient relative à partir du moment où tu dis que tu contestes le pouvoir parce que tu veux l'avoir. Je conteste que tu veux avoir le pouvoir, tu ne peux plus être un expert pertinent. Non, attendez. Tu peux faire la confusion sur l'expertise, c'est un fait. Je ne conteste pas ton expertise sur les questions électorales, mais tu n'es plus un expert neutre. Donc tu ne peux pas donner que ton opinion parce que tu veux justement accéder au pouvoir. Non, à ce moment-là, ton expertise devient un moyen. Non, ce n'est pas un raccourci. Tu es d'accord avec moi? Je dis ceci. Je suis d'accord qu'il m'ait rejoint sur au moins deux choses. La première, c'est qu'il ne veut pas faire partie du dialogue parce que ce n'est pas... Pourquoi je ne veux pas faire partie du dialogue? Ce n'est pas un fétiche, tu l'as dit tout à l'heure. Non, j'ai dit que je peux, je ne suis pas obligé de faire partie. Oui, mais attends donc ne fais pas dire à M. Biya, Paul, que je suis exclu du dialogue. Attends donc qu'on t'y invite. Non, mais tu ne t'invites pas. Je ne me suis pas invité, mais ne m'exclus pas non plus. Attends donc. Ne m'exclus pas non plus. Tu n'es pas exclu. Parce que tu es en train de vouloir préciser. Moi, je te dis ceci. Je te dis que le président Biya là, qui gouverne le Cameroun, c'est tout ce que tu dis là. Mais il sait, puisqu'il m'a invité plusieurs fois. Deuxièmement, le président Biya et son gouvernement négocient et discutent des questions du nord-ouest du sud actuellement. Mais avec qui? Ils vont discuter avec des gens qui ne sont pas légitimes et crédibles. Voilà, c'est toute la question. Pour toi, ils ne sont pas légitimes ni crédibles. C'est ça, le peuple ne reconnaît pas ces gens. Quel peuple? Oui. Mais la population du nord-ouest et du sud-ouest ne peut pas... bon, par exemple, un leader Jim, est-ce qu'on a discuté avec lui? Si tu peux me laisser développer. C'est bien sûr. Bien sûr. Ce n'est qu'une partie du peuple camerounais, de la population camerounaise. Je suis d'accord avec toi qu'il faut même laisser le peuple s'exprimer. Mais il ne s'exprime pas dans la rue. Il ne s'exprime pas à travers n'importe qui. Le peuple ne s'exprime que par la voie du vote. Non, mais il faut que le vote soit légitime. Que le vote soit régulier. Tu vois, c'est gênant. Que le vote soit transparent. Moi, je discute de ça avec toi de façon sereine. Je t'écoute. Tout à fait, ici, d'accord. De façon docte. Et toi, tu ne m'écoutes pas. Allons-y. J'ai dit que si tu es un expert des questions électorales... Non, pas que si je suis. Est-ce que tu as une décision d'une justice nationale ou internationale qui conteste l'élection de M. Biya? Non. Ce n'est pas un expert qui peut contester une élection. C'est une institution chargée du contentieux. Non, vraiment, il est. Instruisons ceux qui nous regardent. On fait l'analyse, non? Non, c'est facile de venir dire, vraiment, et même la légitimité du président Biya. Je ne suis pas un acteur politique à ce moment-là. Tu es un acteur politique. Je fais l'analyse sur la base des prérequis, des fondamentaux. Tu n'as aucune décision de justice électorale. Donc c'est la seule décision qui fonde la science. Bien sûr. La jurisprudence électorale, le contentieux électoral, il est fait pourquoi? Pour que des décisions soient prises. Moi, je dis donc le dialogue... Et je vous l'ai dit, Guy, pour ceux qui nous regardent, vraiment, je ne suis pas sûr je ne suis pas venu ici pour me faire élire député ou pour
plaire à vos... Vous êtes déjà suppléant quand même. Je donc suis là pour Il dire sera élu. exactement ce que je pense de la situation du Cameroun, que nous connaissons tous. Moi, je n'ai pas de compte Facebook, je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Quand je veux savoir une situation sur le Cameroun, là, je vais sur le terrain. Et je suis très surpris lorsque mes enfants me disent, mais papa, il y a tant de millions d'internautes. Je leur dis, mais attendez, monsieur, on vient de clôturer les listes électorales, il y a à peine 600 000 personnes qui se sont inscrites. Les gens qui sont dans les réseaux sociaux, c'est leur affaire. Donc, j'ai rien contre. Mais je ne suis pas trop adepte de ça. Quand je veux la réalité, je vais au contact. Je fais le bain sociologique du Cameroun. Et je vous dis que la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest est la priorité du gouvernement. Le gouvernement qui est là, même s'il ne plaît pas à certaines personnes, il n'y a aucun gouvernement qui puisse plaire à tout le monde, Oui, naturellement, C'est clair. a des missions précises sur cette question. Et je ne peux pas laisser Hilaire Kamga dire ici que on est en train de mater la population. Aucune population, ni du nord ni du sud, n'est matée par aucune armée. L'armée camerounaise a des missions claires dans le nord et le sud-ouest. Sécuriser les personnes et leurs biens, empêcher que ceux qui agressent le Cameroun tuent des gendarmes et des militaires, continuent leur travail dans la tranquillité. Et vous avez vu, comme pour rassurer, conforter la position du Cameroun, un envoyé spécial du gouvernement nigérian est venu à Yaoundé pour dire au gouvernement Yaoundé que le Nigeria ne servira pas de base arrière de retraite pour ces gens-là. Qui ne sont pas camerounais, il faut qu'on se comprenne très bien. Pourquoi ils ne sont pas camerounais? Les Ambazoniens, Ah, d'accord. les Ambazoniens Ceux qui attaquent, oui. sont ceux qui nous agressent. C'est un État imaginaire, fictif, qui n'existe que dans les réseaux sociaux, qui s'attaque aux Camerounais. Nous avons la responsabilité de protéger ces Camerounais-là. Donc, moi, je dis maintenant, les partis politiques, l'offre orange, bon, ils travaillent pour l'alternance. Moi, je souhaite que la démocratie, qui est ancrée dans la mentalité camerounaise, s'exprime. Et donc vous dites que le dialogue, on y viendra forcément au cours d'une assise. Il y aura forcément, dans l'évolution des choses, peut-être je n'ai pas toute l'information, mais j'ai quand même une information importante. Parce que je rappelle à Hilaire et à ceux qui nous regardent que je fais quand même partie de l'équipe de communication du RDPC. Ça, c'est clair, je sais. Je le sais très bien. Et je ne sens pas quelqu'un qui triche. Quand je m'exprime avec ce que je sais et ce que je sais. Je ne sais défendre que mes idées, d'ailleurs, et les idées du parti qui est le mien. Et contrairement à ce que j'ai entendu dire ici, personne ne trompe le président Biya. C'est mal connaître l'organisation de l'État camerounais. Je ne voudrais pas qu'on entre dans ce débat-là en disant qu'il y a des gens qui le trompent en lui disant que voilà, alors, tu es le seul, tu es omniscient. Non. Donc, nous avons une organisation de l'État et du gouvernement qui garantit les intérêts du Cameroun. Et le dialogue, quel qu'il soit, ne sera convoqué que dans l'intérêt du Cameroun. Pas pour faire plaisir à une faction de la population politique camerounaise. Ok. Alors, un mot sur cette question encore. Hilaire Kamga, vous vouliez dire, on va passer à l'élection présidentielle. Il va nous rester très peu de temps, disons moins de 10 minutes à la limite. On va en dire un mot ou deux. On a beaucoup parlé de la crise anglophone. Oui. Juste, je finissais quand même sur la question. Oui, Juste pour lui dire pour dire à nos amis qui nous regardent, que je note quand même que de la cellule de communication du RDPC, on dit qu'on ne trompe pas le président et que personne ne trompe le président. Je voudrais être très flatté de le savoir. Donc, ça veut dire au moins qu'il y a une incompétence établie. Si on peut faire nommer par le président des morts, il y a une incompétence établie. Si on peut dire au président qu'il y a la gratuité de l'enseignement alors qu'il n'y en a pas, c'est qu'il y a une incompétence établie. Donc, quand on a fini de dire ça, les missions du gouvernement, naturellement, on les a compris. Si on refuse le dialogue, parce que la sécurité doit être menée en notre nom, le nom du peuple camerounais, et j'en fais partie, il ne faudrait pas que les citoyens gardent à l'esprit qu'il y a des gens qui, dans la relation de pouvoir, dans la dévolution de pouvoir fait partie des enseignements que je donne. Le président n'est pas notre patron. Il est à notre service, parce que c'est nous qui le payons. Ça fait 5 ans que j'ai commencé la pédagogie de M. Biya Paul, qui n'est pas péjoratif, qui n'est pas réducteur.
C'était pour que les gens comprennent qu'il est un citoyen, d'abord comme les autres, qui reçoit notre pouvoir. Et que nous le payons et nous mettons à sa disposition des moyens pour nous assurer une sécurité. Donc on doit éviter de faire son excellent monsieur le... Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Donc à cet instant, à partir de cet instant, on doit comprendre qu'il n'est pas notre patron, il est à notre service. Et c'est nous qui l'écoutons et non ces gens. Et qu'à un moment donné, il y a glissement au sein de son peuple, qui comprend qu'il y a des tensions de cette nature. Ce n'est pas en utilisant notre armée pour aller mater des gens. C'est le même des discours que j'ai tenus quand on était dans les régions, avec Boko Haram. Ça m'a opposé à mon ami Chiroma à des moments précis, où même les gens qui ont été gazés dans une salle, on les a pris dans leur maison, on est allé les gazer, ils sont morts le lendemain, ils étaient tous morts dans la salle quand on a trouvé. Chiroma a voulu nous faire comprendre que c'était faux ce que j'ai dit, mais après ils ont dit qu'ils ont quand même reconnu qu'il y avait 25 seulement au lieu de 50 que nous avions dit, comme si Vincent était trop petit. Donc nous allons continuer cette même logique-là. On ne pourra pas, au nom de la sécurité de Kamga et de tous les autres Camerounais, mater des populations civiles parce qu'on défend qui que ce soit. Des militaires camerounais, des gendarmes camerounais, il y en a beaucoup qui sont bien formés et qui connaissent ce qu'est les droits de l'homme. Il ne faut pas que vous oubliez, les Camerounais nous regardent. Ce n'est pas au hasard qu'un préfet, une autorité administrative dans ces régions, a sorti un document demandant que les populations vident leur village. Hein? C'est l'état d'esprit de ce qu'on a dit à M. Biya qu'il faut raser des villages. On a une autorité qui répond au nom de Biya, a fait un texte, un arrêté, pour dire que les gens vident leur village et que s'ils ne le font pas, ils seront considérés comme des terroristes. C'est ce genre de choses que nous ne pouvons pas accepter. On ne peut pas assimiler tout le monde à des séparatistes, terroristes et autres. Il y a une population qui fait des revendications légitimes. On doit prendre le courage de les accepter et de les écouter. M. Biya et ceux qui conseillent M. Biya ont fait que même ceux qui auraient pu être des bons interlocuteurs comme les maîtres Aborbala et autres sont devenus moins légitimes au vu d'une partie de la population. Donc à la réalité, et je finis par là, il faut que M. Biya Paul se rende à l'évidence. S'il n'est plus capable de contrôler ses services de renseignement et qu'il y ait une information suffisante au niveau de la synthèse des données reçues sur le terrain, nous lui reconnaissons le fait d'avoir dirigé un pays. Et parce qu'on est des Africains, la sagesse africaine voudrait que, quand on atteint un certain âge, on se repose. M. Biya n'est plus la solution. Il peut être un conseiller pour la gestion de la crise. S'il ne peut plus, qu'il démissionne, mais qu'il ne fasse pas mater un pays, qu'il ne mette pas notre pays en guerre alors qu'il a trouvé en paix. Alors, dans ces conditions, oui, comment non, je voulais juste rectifier deux petites choses. Oui. Premièrement, l'arrêté préfectoral, donc, Ilek Kamga parle pour restituer toute la vérité, a été démenti et méconnu par le préfet. Non, il était enlevé, pas démenti. Il a existé ou pas? C'est ça qui est vrai. Le préfet a démenti. Oui, il a existé. Il a dit que c'était un faux arrêté. Moi, je m'en tiens à ça. Faux arrêté. Et qu'il n'a jamais signé cet arrêté. Je prends pour témoin le gouverneur du Sud-Ouest qui a dit dans les médias que c'était cela. Donc, il n'y a aucun arrêté qui vide les populations. Et deuxième chose, oui. Il n'y a aucune population qui soit matée par aucune armée au Cameroun. Il faut que ceux qui nous regardent comprennent très bien. C'est la troisième fois qu'il est Kamga le dit. Oui, aucune armée ne mate aucune population dans le Nord-Ouest. Non, Et le Alors, Sud-Ouest. La troisième chose, oui. la troisième chose, c'est que le président Biya fait son travail. Quand vous dites que vous le payez, vraiment, Oui, bien sûr. c'est la quatrième fois que vous le dites. Oui, non, d'abord, c'est vrai. c'est faux. Non, c'est pas faux. Non, attendez, monsieur. Il est payé par qui alors? Attendez. C'est pas le Vraiment, Jamaïcain qui le paye. C'est pas la France qui le Laisse-moi paye. donc développer. Parce que Non, mais tu on va oublies pas- quand même que je suis Oui, aussi dans ces choses-là. Économiste, bien Je sûr. dis que- Qui le paye? Dis que tu le payes. Oui, est c'est vrai moi qui le et paye. faux. C'est toi qui le paye. C'est lui qui Est le vrai paye. et faux. Qui le paye? Parce que ça ne passe pas comme ça. Il n'y a pas un arrêté ou un bulletin de solde signé de la République du Cameroun. Des populations camerounaises qui payent le président. Qui paye alors C'est le pas comme ça président? que ça C'est fonctionne. la France qui le paye? Et puis, non, attendez. Non. Ça, c'est un débat de Non, non, quartier. on n'a C'est un pas débat de besoin. quartier. Si on le sait. Vraiment, c'est au quartier qu'on dit, Si vous le nous dites, le faut- payons. ça, c'est clair. C'est Non, nous qui le le payons. président. C'est nous qui payons tous les fonctionnaires. Écoutez, Si vous le monsieur, dites, si C'est vous nous le qui dites. payons tous les fonctionnaires. Bon, Alors, il faites est- la C'est ça qui est la vérité. Vraiment, je suis déçu par ta perception. Non, c'est une perception primaire des choses. C'est pas comme ça que On ça va prendre fonctionne. juste 5 minutes. La sur dernière chose que présidentielle. je voulais dire, D'accord. que je voulais dire à ce sujet, c'est que, sachant bien comment notre pays fonctionne, vraiment, moi je ne voudrais pas assister à une émission où on dit que l'armée camerounaise mate les populations au nord-ouest du sud-ouest, parce que c'est faux. Non, c'est pas comme ça. Et je dis ici également que Non, c'est pas comme ça. le président Biya ne démissionnera pas. Il n'a pas été élu pour démissionner. D'accord. Les missions du président, c'est prérogative. Toi, tu le sais très bien parce que tu es juriste.
sont dans la Constitution. Tout à fait. Donc, quand tu dis, il est là pour faire ce que nous voulons, ce que vous voulez est dans la Constitution et ça a été écrit. Donc, ne viens pas donner l'impression qu'ici, qu'il y a ce que vous voulez qui ne soit pas constitutionnel. Les prérogatives du président sont constitutionnelles et il sait ce qu'il doit faire. Et il le fait. Les moyens de l'État qui sont mis à la disposition des services participent et concourent à la sécurité et la défense des intérêts du pays. Alors, dans ces conditions-là, pour terminer, on va finir par là rapidement. Dans la présidentielle de 2018, il est Kamga. Est-ce que la situation ne sert pas finalement le président Biya au RDPC, puisque ses partisans l'appellent à se porter candidat aussi en 2018? Je ne sais pas s'il y avait un doute sur cela. Moi, je savais que le président est un homme assez averti et très sage. Je sais qu'en 2004, d'après mes informations, il n'était pas très intéressé pour remplir. Et des circonstances similaires l'ont amené à revenir. Je crois que c'est un monsieur qui est très lucide. Et ce qu'il vit de part et d'autre, ce qu'il est en train de voir, il peut voir que du jour au lendemain, on peut passer de l'homme adulé à l'homme honni. Et je ne voudrais pas que cela lui arrive. Contrairement à ce qu'Engelbert a dit, nous, dans l'Off-Orange, l'Off-Orange, c'est 270 pages de propositions. Ce n'est pas une idée, c'est une perception. Nous avons fait des propositions très concrètes sur comment nous voyons comment ça va se passer, comment il va faire, qu'est-ce que nous lui réservons, qu'est-ce que nous lui proposons, comment on va gérer la transition, comment on va faire pour que le peuple retrouve sa souveraineté. Voilà, heureusement que vous avez dit vous-même le mot. Tout ça a été démontré parce qu'il ne faut pas qu'on fasse croire à l'opinion que les gens viennent brailler dans vos médias alors qu'ils n'ont pas de proposition. Nous avons 270 pas de propositions, dont le premier qui a adoubé, c'est le cardinal Christian Toumi, qui est l'un des hommes les plus crédibles de ce pays. Dans l'Off-Orange, c'est l'homme le plus crédible. Chacun peut avoir sa perception, peut-être c'est bien pour certains qui est le plus crédible, mais pour nous, c'est le cardinal Toumi qui est le plus crédible. Donc, l'Off-Orange propose déjà des choses sérieuses. Maintenant, sur la présidentielle 2018, M. Biya doit se rendre à l'évidence. Il peut choisir de sortir par la mauvaise porte ou par la bonne porte. Je pense que la bonne porte pour lui serait, effectivement, d'accepter qu'il y ait le dialogue pour créer des conditions de paix dans ces régions-là. On ne peut pas faire des élections dans la guerre. Parce que l'élection a 3 fonctions. C'est ce que j'enseigne. Première fonction, la pacification des rapports sociaux. C'est-à-dire, pacification, ça veut dire qu'il y a présomption de de conflictualité possible. Deuxième fonction, c'est la sanction des dirigeants. C'est-à-dire qu'on va sanctionner les dirigeants qui n'ont pas été faits. Le bilan de Donc, à la réalité, si M. Biya veut qu'on laisser quelque chose de bien, il doit au moins tenir compte de la première fonction de l'élection, la pacification. Et pour pacifier, il faut qu'il crée les conditions pour que l'élection se déroule normalement. Il faut donc dialoguer avec des gens qui peut-être... Vous croyez qu'aujourd'hui, là, on peut, si toute chose égale par ailleurs, en octobre 2018, aller à Bamenda faire une élection? Ce n'est pas possible. Ce ne sera pas une élection crédible. Parce que vous allez répondre, Engelbert. Parce que l'élection démocratique a 4 critères. Elle doit être juste, libre, transparente et régulière. C'est 4 critères. Vous ne pouvez donc pas avoir une élection ni juste, ni transparente, ni crédible dans une région en guerre. Donc il faut d'abord pacifier la région pour penser à l'élection 2018. Maintenant que les gens demandent qu'il se présente pour le 2018, c'est un autre cas. C'est une autre supercherie. Qu'on laisse la place, peut-être au RDPC serait plus crédible. Il y a des gens très cohérents à l'intérieur, comme le Messanga Nyamdine, qui auraient pu peut-être porter et nous créer un peu de difficulté. Mais si c'est M. Biya, on va le battre à plat. Ah voilà, merci. Les camarades. Alors, on va finir par vous. Je suis vraiment, franchement gêné par ce genre de débat. Comment ça, tu n'es pas... Un homme de la statue d'Ilek Kamga vient nous dire ce qui va se passer en 2018, alors que nous n'y sommes pas. Moi, je ne fais pas l'axiologie. M. Biya va sortir bien ou mal. Ça, c'est pour les philosophes et sans être péjoratif, et pour les axiologues. Moi, je fais la politique. Peut-être qu'Ilek Kamga ne la fait pas encore. Parce que s'il faisait la politique, il saurait qu'on ne donne pas ce genre de conseil de bien sortir ou mal sortir un homme politique. Sérieux, comme le président. Première chose. Deuxième chose, je ne comprends pas. Il parlait de guerre. Il n'y a aucun décret déclarant la guerre dans la région du Nord. Mais c'est vous qui avez dit que vous avez mis la guerre aux terroristes, là. Ouais, il est. Non, mais c'est nous combattons les terroristes et les criminels, mais nous n'avons pas décrété la guerre. Il n'y a aucun
aucun acte Oui, je sais officiel que c'est ce qui est Bena dit. ne corrobore ce que tu dis. Oui. C'est ton opinion. J'attire l'attention de ceux qui nous regardent. Non. Pour déclarer la guerre dans Oui. une seule partie du Cameroun, il Oui. faut un décret du président de la République. Mais quand il déclarait à Boko Haram, il avait Et fait un un décret, il n'a pas fait de message. décret. Il s'est mis à l'extérieur, il a fait. On a fait C'était la guerre. officiel. Il a dit lui-même qu'il déclarait la guerre à Boko Haram. Tu vois, tu as dit que tu discutes comme... Non. Bon, alors, on va aller Vraiment, rapidement. tu dis que tu enseignes. Je ne sais pas Non. si tu enseignes bien ou mal. Hein, parce que c'est pas comme ça. Je dis, Oui, oui, voilà. nous avons déclaré la guerre à Boko Haram Oui. parce que c'était un adversaire qui était déjà sur le terrain. Il y avait le décret. Nous étions en situation de légitime défense, donc nous avions le droit de réagir. Et le décret. Il n'y a aucun décret qui déclare la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En revanche, toutes les forces de sécurité et de défense disponibles dans ces régions sont mobilisées pour combattre ceux qui tuent les gendarmes, les civils qui ont tendance à brûler les écoles et les collèges. Donc, C'est-à-dire vraiment, il y a trois situations: l'état d'urgence, l'état d'exception et l'état de guerre. l'élection 2018. Aucune de ces situations prévues par la Constitution n'est déclarée dans ce qui concerne le Nord et le Sud. Nous avons donc la responsabilité du maintien de l'ordre là-bas. La deuxième chose, moi je fais la politique, je suis dans un parti politique qui a des statuts clairs. L'article 27 alinéa 3 des statuts de RDPC dit que le président national est candidat à l'élection présidentielle. Vraiment, c'est une lapalissade lorsqu'on le dit. C'est votre débat. Mais c'est bon de le redire pour que ceux qui en doutaient encore Je le rappelle, sachent je le que nous, du RDPC là, c'est ce que nous voulons. Mais Sangani Amding, c'est un camarade. Moi, je ne me prononce pas sur ce qu'il dit. S'il pense que c'est le candidat du RDPC qui est à leur hauteur, nous disons que Non, il peut nous menacer. notre Il meilleur vient nous menacer. candidat, c'est encore le président Biya. Maintenant, si quelqu'un, le Cameroun est un pays libre, il y a la possibilité de candidature indépendante, et même notre congrès va se tenir, peut-être qu'un candidat sortira. À ce moment-là, nous aurons un candidat. Je vous dis, même si l'élection présidentielle était convoquée demain, le RDPC sera Non, c'est le candidat. forage qui l'emporte. Nous aurons toujours un Le- candidat à toutes les élections présidentielles Le au forage Cameroun. l'emportera. Donc, le président Biya est notre candidat, pas de statutaire seulement, parce que c'est lui qui porte encore nos véritables aspirations en termes d'idéal politique pour le Cameroun. Et nous pensons qu'il n'a pas encore tout donné. En tout cas, il y a des gens dans le encore des choses à RDPC donner. qui peuvent encore Oui. apporter leur contribution à l'amplification, à l'exaltation des vertus du renouveau national. Alors, merci Angelbert Bongono, Angelbert Somba Bongono d'avoir accepté de participer à ce débat avec nous. Je rappelle que vous êtes député suppléant 9 fois pour le compte du RDPC. Merci aussi à vous, Hilaire Kamga, docteur Hilaire Kamga, de la société civile, mais aussi de l'offre Orange, Tout à fait. d'avoir accepté de venir sur le plateau des Géopolis sur Equinox Télévision. Je vous dis merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant 90 minutes sur ce débat qui portait sur la crise anglophone et l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition. Pour l'heure, restez sur Equinox Télévision avec nos programmes alléchants. À bientôt, madame, monsieur. À les mettre sur une table de ok. discussion. Donc, et qui ont un seul point commun, c'est qu'ils utilisent la langue anglaise pour s'exprimer. Ils sont originaires du nord-ouest ou du sud-ouest. Ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, c'est que le gouvernement subit cette... Vous avez dit vous-même, M. Biya a reçu un pays en tant que successeur constitutionnel du président Aïd. Le président Aïd, je le dis, je vous laisse, M. Biya, mon successeur constitutionnel. Et vous voulez que lui, il nous laisse un pays fragmenté alors que nous sommes bâtis 10 ans durant à la Cour internationale de justice pour récupérer Bakassi. Bakassi, oui. Allez le dire au professeur Maurice Kamto, s'il va vous accepter d'avoir fait 10 ans de bataille à la CIJ, passer des nuits blanches dans les moustiques, les serpents, dans les marais, Oui, tout à fait. pour séparer le Cameroun et matérialiser la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, et accepter de venir demain, parce que j'estime que le MRC a vocation à devenir un parti gouvernant. Vous pensez que M. Maurice Kamto peut accepter de venir prendre un pays qui est coupé? D'ailleurs, il faut comprendre la réclamation de ces partis politiques qui demandent au président de ne pas céder un seul centimètre du Cameroun. Donc, la sécession du Cameroun n'est pas un sujet de dialogue, il est
On ne discute pas avec les sécessionnistes qui ne sont pas camerounais. Ceux qui demandent la sécession... Oui, puisque la déclaration, ça donne l'occasion d'évoquer la déclaration du chef d'État à l'aéroport, qui dit... Attendez, monsieur. Qui dit Les sécessionnistes sont des communautés internationales à témoin sur le fait que le Cameroun est attaqué. Attaqué par des gens qui ne sont pas camerounais, mais qui veulent venir discuter des questions du Cameroun. Qui veulent discuter avec le Cameroun, parce qu'ils sont ambazoniens, c'est ce qu'ils disent. Et vous voulez que les Camerounais... Le président de la République est dans une posture que vous trouvez tout à fait convenable. Il est dans la posture de celui qui assume l'autorité de l'État au Cameroun en vertu de la Constitution. C'est le peuple camerounais qui l'a élu et qui a donné le mandat d'assurer l'intégrité du territoire du Cameroun, de défendre cette intégrité, d'assurer l'autorité de l'État avec le Parlement, de garantir l'unité de la nation. C'est pour cela que, contrairement à ce que Hilaire Kamga vient de dire ici, on n'a même pas encore épuisé tout le temps qu'il faut pour écouter et laisser parler les gens. Tous les masques ne sont pas tombés. Que non. Cette question anglophone, les masques encore, est-ce que vous savez que cette question anglophone a fait l'objet de la table de discussion sur la table ronde de 58 au Cameroun? Vous savez qu'il y a eu 3 grands mouvements, 3 grands dialogues politiques au sens de rassembler des acteurs politiques dans une salle avec un ordre du jour. 1958, on appelait ça la table ronde. C'était un peu la mode à l'époque. Absolument. 1961, la conférence de Fumban, et 1991, la tripartite. En 1958, déjà, la question anglophone se posait. Et vous pensez que depuis 1958, on n'a encore rien vu? Est-ce que vous savez qu'un pays comme les États-Unis a essuyé une guerre de sécession? Oui, en 1861. Voilà. Donc, de 1861 il ne faut pas croire que 1865. de novembre 2016 à novembre 2017, certains veulent nous faire croire que non, beaucoup de temps est passé, tous les masques ne sont pas encore tombés. Et moi, je suis sûr qu'il y a des masques qui vont encore tomber. Lesquels, par exemple un des derniers masques, et je conclue peut-être là-dessus. Oui, tout à fait. Vous avez le souvenir que lorsque Boko Haram attaque le Cameroun entre mars et avril 2014, oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de confusion. On a entendu tout et rien sur cette menace Boko Haram. On a même entendu des gens dire que Boko Haram est parmi nous. Oui. Vous savez ce que les élites du Nord et du Grand Nord ont fait? Elles sont descendues sur le terrain pour faire une clarification. Vous avez souvenir de ça? Oui, tout à fait. Mais alors, ce n'est pas le cas ici. Attendez. Si je suis votre raisonnement, vous voulez dire que ce n'est pas le cas dans laissez-moi conclure. Oui, bien sûr. Laissez-moi conclure. Je vous laisse. Et vous avez vu que la prise de position de ces responsables, reconnus ou pas, ces élites, ces forces vives du Grand Nord, a permis de clarifier la situation et de mettre sur le terrain un dispositif civil qu'on appelle les comités de vigilance qui apportent un concours inestimable à l'armée camerounaise dans la lutte contre Boko Haram. Oui, mais ma question reste en suspens. Je vous dis donc que oui, mais les masques ne sont nous pas attendons que les élites du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en ce qui me concerne, terrain, les élites du Nord-Ouest et du Sud-Ouest doivent descendre sur le terrain pour clarifier la situation. Je vous ai cité au moins 6 mouvements dans ces zones-là qui sont actifs et qui réclament ce que certains appellent le dialogue, qu'on aille s'asseoir avec des gens qui vous disent qu'on doit les laisser rentrer au Nigeria. Ils y croient. Bon, voilà. Vous pensez qu'un gouvernement sérieux du Cameroun peut accepter ce genre de discussion? Donc,
Il a été arrêté et déporté, je le dis de manière solennelle. Donc, hommage à lui, et nous avons demandé au gouvernement, M. Biya, de le libérer en urgence. Quand j'ai fini de dire ça, il fait partie des hommes qu'on arrête comme ça, on enlève. C'est parce que Ngana est connu. Si Patrice Ngana n'était pas connu, on n'en parlerait pas beaucoup. Mais ils sont des centaines de personnes qui sont arrêtées au quotidien, et au motif qu'on veut préserver un certain ordre et la stabilité et la paix au Cameroun. Ces gens sont des anonymes, ils ne sont pas en tenue, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Alors, je dois dire que ces derniers jours, le professeur Ngana travaillait sur la guerre, il collectait sur la question du génocide à l'Ouest. En tant qu'écrivain. Oui, en tant qu'écrivain, il a fait le tour. Oui. Et pour dire à mon ami Angélbert, moi j'ai fait le tour, j'y travaille. J'ai travaillé énormément dans le nord-ouest et le sud-ouest avec mes hommes. Parmi les 122 organisations de la plateforme de la société civile, il y en a 37 qui sont des régions nord-ouest et sud-ouest. Je suis celui qui a mis en place l'Observatoire chrétien des élections. Et donc, il y a dans tous les paroisses du nord-ouest et sud-ouest, des hommes qui nous sont proches, sont présents. Et on a donc une information suffisante, sérieuse, du pool de terrain, que ceux d'un touriste qui peut aller pour quelques jours. Donc, au quotidien, nous centralisons un certain nombre d'informations. Donc, Ingébert a fait ses tours, si je suis d'accord, je comprends. Mais nous, on est au quotidien scotché sur l'affaire. On a le pool de la situation. Et sur le plan historique, parce que j'ai dit sur 3 plans, je vais répondre. Le plan historique, je suis d'accord avec lui, il y a eu 16 étapes. Mais simplement, la question anglophone... Madame, Monsieur, bonsoir. À quoi faut-il s'en tenir désormais dans la crise anglophone au Cameroun? En effet, le tour violent pris par les événements a donné à voir ces derniers jours le raidissement des positions dans les deux camps. Notamment du côté des sécessionnistes qui ont commis le meurtre de plusieurs hommes en tenue. Et puis dans le camp du pouvoir où seule la réponse militaire semble être aujourd'hui priorisé. Faut-il alors conclure que le dialogue est enterré dans la crise anglophone au Cameroun? De plus, peut-on considérer, comme certains, que Yaoundé joue la carte du pourrissement pour endormir les acteurs de cette crise et finalement se refuser à toute discussion? Nous en parlerons ce soir avec nos 2 invités. Par ailleurs, 2018 sera une année électorale avec, entre autres scrutins, la présidentielle. Quel visage offrent à ce sujet les camps et les acteurs de cette échéance? 2 invités prennent part à notre débat ce soir pour nous éclairer sur ces problématiques. Il s'agit d'Angélbert Essomba Bongono. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député suppléant du RDPC dans la Mefou et à Konon. Tout à fait. Voilà, vous êtes également un acteur politique connu sur la place et votre présence notamment dans les débats publics. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. J'ai dit bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Alors avec vous ce soir le docteur Hilaire Kamga. Bonsoir. Bonsoir citoyens et bonsoir à tous les citoyens qui nous regardent. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis sur votre plateau aujourd'hui. Alors, vous êtes acteur de la société civile, mais on peut également dire que vous avez un pied dans l'opposition, puisque vous êtes mandataire de l'Offre Orange. Oui, je suis mandataire de l'Offre Orange. L'Offre Orange, qui est un mouvement qui aspire à proposer une solution d'alternance pour le pouvoir en 2018 désormais. Une alternance par la paix dans les urnes, parce qu'on postule que M. Biya Paul, qui a fait ce qu'il avait à faire sûrement, a atteint l'âge de la sagesse lorsqu'on considère la mythologie africaine. Et donc, de ce point de vue, il a droit à un repos et nous aspirons, en tant que nouvelle génération, à pouvoir le remplacer de manière légitime. Ce faisant, nous ne nous écartons pas de notre ancrage stratégique qui est la société civile camerounaise. Bien entendu, cela ne nous empêche pas de pouvoir postuler aux positions de pouvoir. Et c'est avec plaisir que je suis sur votre plateau et que je vais échanger avec un très brillant ami qui est Angélbert Essomba Bongono, avec qui on a échangé pendant de longues années. À sa manière, il contribue à ce que la démocratie avance. Et nous avons, depuis 10 ans au moins, travaillé ensemble, lui au RDPC, nous de l'autre côté, et on s'accepte comme ça. C'est ça qui fait vivre la démocratie et j'en suis fier que vous nous ayez invités à 2.
Merci, Dr Ilek Kamga, d'avoir accepté l'invitation d'Equinox Télévision dans le cadre de cette émission Géopolis. Alors, pour commencer ces débats, Angelbert Bongono et Somba, la crise Angelbert et Somba Bongono, Tout à fait. On va y arriver. Alors, la crise anglophone aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire? Elle est grave, suffisamment grave, ou est-ce que tout est perdu, les camps se sont radicalisés pour qu'on puisse plus espérer quelque chose? La crise s'est aggravée. C'est aggravé parce qu'au moment où précisément nous pensions que nous sommes arrivés au bout d'un certain nombre de consultations qui permettaient de ramener la sérénité sur le terrain, nous avons vu cette escalade terroriste, il faut le dire, qui pour nous se résume en la violation des dispositions pertinentes de l'article 102 du Code pénal sur l'ensemble des crimes contre la sécurité de l'État. Et nous en sommes arrivés là jusqu'au moment où le président de la République, prenant ses responsabilités, a décidé d'apporter une riposte convenable à la situation créée sur le terrain par ce qui impose au Cameroun un conflit interne dont nous n'avions pas besoin et dont nous pouvions faire l'économie. Il y a des problèmes partout, des problèmes existent. Nous sommes en responsabilité et nous constatons que sur le terrain, les mesures prises par le gouvernement se développent et vont certainement ramener la sérénité qui va permettre éventuellement de discuter plus sereinement, plus en profondeur avec certains acteurs de la crise et certaines composantes de la nation dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je crois que c'est une réponse qui est convenable parce que lorsque vous faites comparaison des paraisons, dit-on souvent, mais c'est généralement en faisant des comparaisons qu'on structure un raisonnement. Lorsque vous faites une étude linéaire du type de crise que nous avons connu dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans d'autres pays, vous voyez qu'il y a au moins une réponse à deux détentes. La première détente est généralement politique et passe par les consultations, la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures administratives, comme le gouvernement l'a fait jusqu'ici, en écoutant les acteurs, en prenant l'information, c'est ceux qui sont plus ou moins impliqués, directement ou non, en élargissant le champ d'écoute ou de consultation à d'autres acteurs, les congrégations religieuses, les associations de la société civile, les partis politiques éventuellement, et certaines personnalités. L'autre détente est généralement militaire, parce que cette étude linéaire des sécessions a montré un profil classique qui va par étapes et qui montre très bien qu'à un moment donné, le mouvement sécessionniste, qui réclame la partition du Cameroun, parce qu'il faut le dire, parce qu'il s'agit de cela, qui ne trouve pas une oreille attentive sur le sujet ou sur la question qui est posée, la partition du Cameroun, de la part du gouvernement en place, passe à la phase militaire. C'est pour cela que la double détente existe et il n'est pas exclu que la réponse sécuritaire ou militaire qui va être mise en développement et qui est même en développement depuis 3 ou 4 jours va permettre l'aménagement d'un cadre restreint pour un bon dialogue politique. Ok. Alors, vous estimez que double détente, Dr Ila Kamga, comment dit-on la crise anglophone aujourd'hui au Cameroun? J'ai une confiance réelle à l'armée camerounaise, la vraie armée, les vraies forces de sécurité et les vraies forces de défense, pour celles qui ont été bien formées en matière de droits de l'homme, pour dire qu'elles ne pourraient pas. Mais malheureusement, plus le règne s'enlisant, on a développé à côté de l'armée une autre armée. Pas une armée parallèle, quand même. Qui est une quasi-armée. Je ne veux pas dire une armée parallèle, ce serait les mots ont leur absolument. Voilà, et donc je ne veux pas dire parallèle, mais une quasi-armée qui fonctionne en dehors des règles normales et qui malheureusement pose des actes extrêmement gravissimes sur le terrain. La crise anglophone en est victime de cela aujourd'hui. Je voudrais que M. Biya-Paul, en 2017, se ravise et se rappela ce qu'il annonça à Radio Monte Carlo et qu'il ajoute à cela le fait qu'il aurait laissé un pays en paix parce qu'il a trouvé en paix. Et pour laisser un pays en paix, il faut
inverser les paradigmes d'analyse de la crise anglophone. Il faut cesser d'analyser sous le prisme des rapports des services de renseignement qui ont d'autres types d'intérêts et qui voudraient naturellement cultiver la crise. Il y a une industrie de la crise qui est née de la crise anglophone et qui se développe et qui doit s'entretenir et qui naturellement commande, oriente, restructure négativement les rapports de terrain sur la crise anglophone et donc empêche la prise de décision qui devrait permettre d'endiguer cette crise de manière définitive. En clair, pour ceux qui nous suivent et qui nous regardent, il y a des gens qui ont intérêt à ce que la crise perdure, se renforce, parce qu'ils trouvent un intérêt économique, stratégique, politique et de positionnement dans l'enlisement de la crise. Ils gagnent de l'argent. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Oui, ils gagnent de l'argent. Il faut que M. Bianon se ravisse, qu'il écoute les gens, qu'il cesse d'écouter une frange de personnes. Et sa posture, jusqu'à maintenant, est différente des autres questions, parce que justement, en 61, on structure autre chose. C'est un vivre ensemble entre deux entités totalement différentes. Nous, à l'Oforange, on dit par exemple que la conférence constitutionnelle que nous attendons va réfléchir jusqu'au nom du Cameroun, parce qu'on n'est pas obligé de nous appeler les crevettes. C'est-à-dire qu'il y a des gens à l'extérieur qui nous ont donné des noms. Hein? Et comme ils ont donné des noms, il y avait une partie, ils ont colonisé une partie, c'est pas une colonisation, c'est-à-dire la tutelle a permis une forme de colonisation. Hein? De fait, dans la région anglophone, il y a une culture qui a été assimilée ou alors qui est en parallèle avec d'autres. Et nous autres francophones, hein, qu'on soit Bamileke, Fang, qu'on soit et tout, on était des francophones d'un autre côté. Donc, moi j'ai fait un article qui structure les trois grandes problématiques. La question anglophone, la question linguistique, la question religieuse, la question ethnique. Donc on est là sur la question linguistique. Et donc, la conférence de Fouman pose des préalables. Il y a des termes dans la constitution de Fouman, je ne vais pas revenir sur cette histoire, qu'on a suffisamment débattu, qui étaient immuables. Et la partie anglophone a escroqué la partie francophone. Cette escroquerie historique, politico-historique, a besoin d'être réparée. La partie francophone a escroqué la partie anglophone. C'est clair. Voilà. C'est-à-dire le leadership francophone de l'époque, un leadership néocolonial, piloté par Idio et ses affidés, hein, sous les directives de la France, a escroqué la partie anglophone aux sorties de Fouman. N'est-ce pas? Les accords de gouvernement, les accords de gestion de la société camerounaise devenue unitaire n'ont jamais été respectés. La Constitution de 61 a connu la mutation de 72 que nous connaissons tous, hein, avec ce qu'on a appelé le fameux référendum, qui est aujourd'hui les historiens, hein, selon les bords, disent qu'il y avait seulement un seul bulletin. On ne questionne pas cela. Mais seulement il faut revenir sur les fondamentaux de vivre ensemble de 61 pour savoir si même ce qu'on a fait en 72 avait sa raison d'être. Quand bien même on l'a accepté en 72, on parle de la République unie du Cameroun, la République unie du Cameroun, pour République du Cameroun sans demander aux anglophones. C'est-à-dire qu'il y a une assimilation voulue. C'est ce que j'appelle l'escroquerie, hein, l'escroquerie politico-historique des partis anglophones. Donc, on se retrouve avec la République du Cameroun. Et ensuite, les batailles de 90 que nous avons menées permettent qu'au sorti, effectivement, M. Biya réussit avec ses hommes à nous faire le coup, hein, de la tripartite, hein, en lieu et place de la conférence nationale souveraine que nous revendiquons. Il faut noter que j'ai perdu mes hommes et mes amis, une centaine de personnes dans les rues qui ont été tuées par le régime de M. Biya pendant ces opérations des années 90. C'est officiel, même si M. Conchou a dit qu'il y avait 0 morts, hein, à l'époque. Donc nous assumons, en tant que l'un des derniers rescapés de cette affaire encore existant au Cameroun, nous assumons, et pour leur mémoire, nous en parlons de manière officielle. Gana, j'en parle parce qu'il était là avec nous pendant ces batailles de 92. Donc, malgré ces morts-là, on est allé quand même à la tripartite. Les gens sont allés à la tripartite, ils ont accepté des choses que nous, on s'est tués, on a accepté. En 87, on a donné une constitution, dans quelle constitution on refuse même à la suite de la mettre en application. Et quand la partie anglophone se dit, ben, nous on a même accepté cette histoire de centralisation, appliquée au moins, personne n'a appliqué pendant 20 ans. C'est légitime que les gens revendiquent. Sauf que leur revendication n'est pas comme la revendication de mon père à Banjul. Hein? Ce n'est pas un problème de gouvernance classique. Il y a des droits qui étaient consacrés parce que les gens acceptaient librement d'être avec nous. Ils auraient pu dire, on va au Nigeria où on est autonome. Mais ils ont dit qu'on vient avec vous, on fait comme on fait ensemble. Donc il y a eu cette escroquerie politique qu'il convient de réparer. Alors quand ils ont posé le problème, on aurait pu donc résoudre ce problème historique, on aurait pu résoudre politiquement. Et résoudre politiquement veut dire que quoi? Veut dire que c'est M. Biya qui choisit ses hommes. Il a choisi Yang pour être son ministre, son premier ministre. Il a choisi, parce qu'en fait, c'est encore une autre violation des accords. Parce que les accords, c'est écrit le Fouman, disaient que le pouvoir devait être partagé. Nous avons travaillé avec beaucoup d'historiens qui ont été là, les acteurs présents, ça devait être partagé. Les francophones avaient la présidence, les anglophones avaient la vice-présidence, et eux, ils avaient l'Assemblée nationale. Le pouvoir exécutif était le leadership des francophones,
le pouvoir législatif, le leadership des anglophones. Et comme nous étions plus nombreux, on a dit le pouvoir judiciaire, on pouvait en contrôler, sauf que la vice-présidence du pouvoir judiciaire devait être sous anglophone. Ça a fonctionné jusqu'à un certain moment, jusqu'au moment où la partie francophone décide d'assimiler et de refuser tout ça. On a eu le poste de vice-président qui existait, et qui était dévolu, et qui était réservé aux francophones, aux anglophones, oui. pour leur créer une histoire de Premier ministre qui, à la réalité, est moins puissant qu'un conseiller spécial du Premier ministre qui est dans son même ministère et qui peut rencontrer M. Biya quand il veut, alors que lui, le Premier ministre, souvent, pour certains, ils nous ont dit qu'ils n'arrivent pas à rencontrer le Premier ministre. Hein, ça, c'est le président de la République. Alors, on a créé un Premier ministère pour dire que c'était lui qui était le numéro 2, et pour leur enlever en même temps le pouvoir législatif qui leur appartenait, donné aux francophones, c'est-à-dire pour réserver aux amis du Nord. Alors, tous ces éléments qu'on a mis sur la table, les anglophones sont venus les mettre sur la table, à l'arrêter. Nous ne partageons pas le pouvoir avec vous. Nous sommes vos agents. Parce que de tout ce qui est pouvoir de souveraineté, nous n'avons rien du tout. C'est vous qui avez tout. On fait comment? On réfléchit encore. Donc, ça, c'était sur le plan purement politique. Donc, c'est que sur ce plan-là, M. Biya-Paul aurait compris que la question qui est posée est politique. Est-ce que M. Yang a la légitimité suffisante pour parler à ses frères? Même la mission qu'il aurait envoyée aurait été différente, parce qu'on est sur le plan politique. C'est-à-dire que les symboles, et Angébé est d'accord avec moi que les symboles comptent en politique. Absolument. Il aurait pu se comprendre que si M. Atangadi a pu être exfiltré, comme ça a été le cas lorsqu'il voulait faire un meeting un peu bizarre dans sa région, ça veut dire qu'en réalité, ces populations ne lui reconnaissent pas une certaine légitimité pour leur parler. Il aurait pu le mettre en cachette, le faire accompagner sans qu'il soit officiellement celui qui est au devant. Mais le mettre là où on l'a mis, c'était une défiance. Ça, c'était sur le plan politique. Donc, sur ce plan, j'ai dit, Gilbert, on aurait pu peut-être faire autrement pour apaiser la population, pour apaiser les gens dans la région. Maintenant, sur le plan purement, je finis par là, parce que je pas du plan, sur le plan purement juridique, il faut dire une chose importante. Ce que les gars demandent dans la région, c'est ce qui est normal en société. On négocie pour jeter de nouvelles bases de fonctionnement. Les bases de 61, c'est une négociation. Au nom de quoi on pense que ce qu'on a fait en 61, on ne peut pas le faire aujourd'hui, alors qu'on est en crise. Moi, je ne peux pas voir mon pays où on dit que c'est avec les arbres seulement qu'on va gérer tout. On ne pourra jamais gérer. Vous ne pouvez pas être capable de mettre les arbres devant toutes les maisons dans le nord-ouest et sud-ouest. Vous ne pouvez pas décider comme ça d'assimiler ou alors de prendre en otage une région entière. Non, c'est pas comme ça. On négocie. Palestiniens et Israéliens ne s'entendent pas. Le Hamas tue tous les jours. Mais il y a eu Sharm el-Sheikh, il y a eu Camp David et autres, où on a retrouvé que les médiateurs internationaux sont venus pour amener ces gens-là à se retrouver sur la table malgré leur niveau d'adversité et d'animosité. Ça veut dire que on peut ne pas aimer des gens, mais si on aime son pays, si on ne veut pas voir son peuple se tuer, on peut accepter que, même avec ses ennemis, on négocie. C'est la question qu'on va aborder dans la foulée, justement. Angilbert et son Babongono, on a bien entendu ce débat depuis des mois sur la question du dialogue. Je rappelle quand même qu'en dehors du Cameroun, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à un dialogue inclusif. Ouais. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaël Jean, s'est même proposée comme médiatrice. Alors, est-ce qu'aujourd'hui les portes du dialogue sont closes? Vous développiez déjà, certes, tout à l'heure, l'idée selon laquelle les fils du dialogue n'étaient pas coupés. Alors, on en est où exactement avec la question du dialogue dans la crise? Moi, je vous réponds franchement. D'abord, je suis désolé d'apprendre ici que parce que M. Atangadi n'a pas la même opinion que certains de ses frères, il n'a plus le droit de séjourner en sécurité au nord-ouest, qui est sa région d'origine, au nord-ouest, qui est sa région d'origine, et qu'il faut l'exfiltrer au demeurant. C'est ce qui a été fait. C'est un brevet de civisme qu'il est Kamga décerne à ceux qui ont agressé M. Il est Kamga. Le jour où tu n'as pas une opinion identique à tes frères de ton village, je ne te souhaite pas d'être agressé. Parce que nous sommes dans un état libre où aucun Camerounais n'a le droit de fuir son village parce qu'il ne partage pas l'opinion de ses frères. Bon. Donc, moi, je n'encourage pas les gens. Moi, je n'encourage... Oui, vous provoquez. Non, je peux pas même si vous provoquez. Je dis, nous sommes dans un pays libre où chacun a le droit d'exprimer son opinion. Tout à fait. OK. Donc, je crois que M. Atangadi a le droit... Sauf qu'Angélbert, pour te dire, je ne veux pas t'interrompre, sauf pour dire que le président, sauf s'il était resté dans sa propre logique, aurait désavoué officiellement Atangadi, puisque Atangadi, à ce moment-là, ne reconnaissait pas le problème anglophone, que Biya, par la suite, a reconnu. Écoutez, le président n'a jamais reconnu le problème anglophone. Ah ben, il a reconnu le président a reconnu qu'il y a des troubles dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du fait d'un mauvais usage ou d'un usage inégalitaire de la langue anglaise par rapport à la langue française. Et c'est pour cela que, comme réponse, parmi les autres réponses, du point de vue linguistique,
On a mis en place une commission. Non, il a connu le problème. Il y a eu un package de réponses. Énorme, c'est pour ça que je dis... On ne m'a pas laissé croire qu'il a, je n'ai pas dit qu'il n'a pas lucidité, mais qu'il a encore la capacité d'avoir accès à l'ensemble des rapports crédibles de renseignement. Moi, je le paye. Il est mon salarié, M. Biapol. Je lui donne de l'argent, je le paye, je lui donne les moyens pour assurer ma sécurité, avoir tous les renseignements nécessaires et assurer ma sécurité à l'intérieur, à l'extérieur et partout ailleurs. Il a l'obligation de le faire et s'il ne le fait pas, il ne doit pas me dire qu'il n'a pas eu les moyens. Et pour l'instant, il n'écoute pas beaucoup son peuple. La crise anglophone, c'est quoi? Je vais finir l'analyse par là. C'est des gens qui, à un moment donné, posent un problème réel sur la table. Ils disent, il y a un problème réel de gouvernance. L'anglophonie a fait ci, le bilinguisme a fait ça, ainsi de suite, et tout ce qu'on peut imaginer. Donc, premier acte, parce qu'il y a une trilogie d'analyse qu'il va falloir prendre en considération. Premier acte, on peut assimiler un problème de gouvernance. Mais en réponse à ce problème de gouvernance, dont les péripéties sont passées au Premier ministère et autres, on a vu la réaction de l'ordre gouvernant. Arrêter les leaders qui, à la réalité, avaient une légitimité du fait qu'on a considéré qu'ils viennent négocier. On les a arrêtés, mettre en prison. Et ensuite, on a coupé Internet. Et donc, dans les régions anglophones, il y a eu un glissement de la revendication. De la crise de gouvernance vers une revendication de fédéralisme. Ils sont rappelés en 1961, ils ont dit, bon, tant qu'à faire, vraiment, on était quelque chose avant, mais là, on n'est pas obligé de se mettre avec les francophones. Donc, on accepte le fédéralisme. La réponse gouvernementale sur cette deuxième étape a été quoi? Nous interdire, nous, les leaders d'opinion, à prononcer même ce mot dans les médias. Et je le dis de manière très officielle, puisque j'en ai été victime. Sur un plateau, on m'a dit, on vient de recevoir des ordres et on ne doit pas parler de ce mot du fédéralisme. J'ai rappelé que, à la journaliste en question, vraiment, j'ai compris, je vais rappeler sur le plateau, parce que personne ne m'interdira de parler de ce qui est écrit dans la Constitution. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, M. Guizogo, le mot fédéralisme existe encore dans la Constitution. Les États fédérés à l'article 100 existent encore. Hein, c'est-à-dire que même si on a fait une évocation, ça existe. Donc on ne peut pas m'empêcher. On en a parlé. Donc il y a encore eu à ce moment-là un refus de discuter. Oui. C'est un message fort que les populations de Bamenda donnent au pouvoir de Yaoundé pour dire ces gens ne nous représentent plus, ils ne peuvent plus être ceux qui nous parlent à notre nom.
Mais en septembre, M. Biya, le il le met dans sa délégation, il va aux États-Unis avec lui, pour le dernier voyage qu'il a fait à Ouagadougou, à Abidjan, c'est avec M. Atangadi, pour montrer qu'en fait, le leadership populaire n'est pas le leadership adoubé par Yaoundé, et que Yaoundé a son leadership, qui est un leadership opposé à la population anglophone. Et donc, du coup, on arrive à cette crise qui aujourd'hui est devenue militaire. Est-ce que la réponse militaire est la bonne solution? Alors, je ne suis pas. On reviendra sur cet aspect. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs, à la suite de ce que vient de dire le docteur Lekanga, Gilbert et Sombabongono, est-ce que vous considérez, vous, que le gouvernement a commis des erreurs dans l'analyse et les réponses apportées face à cette crise-là, telles que vient de l'affirmer Lekanga? Non, le gouvernement n'a pas commis des erreurs. Je ne sais pas si mon ami Lekanga met les événements par les bons bouts. Oui. Je dois quand même rappeler que il y a peut-être une multiplicité d'armées ou de corps d'armes dans l'armée camerounaise, mais il y a une unité de commandement. Donc il ne peut pas contester ce point. Donc il n'y a pas deux armées au Cameroun, la vraie et la fausse. Donc vraiment, s'il enseigne à l'école militaire, je crois qu'il sait que ce que j'ai dit là est vrai. Il y a une unité de commandement de l'armée camerounaise. Et nous faisons tous confiance à cette armée. Il ne faut pas donner l'impression qu'il y a, quand vous voyez les différences de couleurs, par exemple des bérets ou des vêtements, que c'est plusieurs armées. C'est une seule armée qui a un seul commandement, un seul chef qui est le président de la République. Et il y a un ministre délégué qui est en charge des questions de défense et de sécurité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ne sais pas si on parle des mêmes régions, du nord-ouest et du sud-ouest. Il est comme moi, je ne sais pas si quelqu'un a interdit de parler de fédéralisme au Cameroun. Il faut savoir qu'un parti comme le SDF est fédéraliste depuis 1990. Oui, c'est clair. Il n'a jamais été interdit. Donc c'est complètement faux de dire que non, c'est pas complètement on a tenté de... Bon, ça c'est un choix éditorial du journaliste. Non, pas de choix éditorial, c'est officiel. Le ministre de la Communication... Il l'a dit de manière... Qui représente M. Biya, il a dit. Attendez. C'est un choix de ce journaliste. Moi, j'ai assisté à d'autres débats où j'ai évoqué la question du fédéralisme sans qu'on me fasse présenter une note ou une instruction du ministre de la Communication. Et je ne savais pas qu'il pouvait donner des instructions à des médias privés ou indépendants. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que contrairement à ce qu'il dit, le Premier ministre, je regrette, M. Paul Atangadi, ministre chargé des missions à la présidence de la République, il ne représente pas les populations. Ce sont des membres du gouvernement. Ils n'ont pas vocation à représenter les populations. Et il est quand même un démocrate, il sait que la représentation d'une composante de la nation ou de la nation se fait par le voie de l'élection. Le Premier ministre n'est pas élu pour représenter les anglophones ou les gens du nord-ouest et du sud-ouest. C'est le Premier ministre du gouvernement de la République du Cameroun. C'est républicain, ça n'a rien à voir avec le village identitaire et tout. Et c'est normal qu'assumant les fonctions de chef de gouvernement, on l'envoie là-bas. Parce que c'est une problématique camerounaise. Ça aurait pu être dans la région du nord-ouest, de l'est ou de l'extrême nord. Il serait allé avec la même vélocité parce que instruit et mis en mission par le président de la République. Donc, il ne faut pas dire que M. Apollo Atangadi, bien qu'il soit originaire du nord-ouest, ne représente pas ces populations. Donc, il n'y a pas de conflit de leadership pour nous. Mais même s'il est très contesté. Mais sauf... Il peut être contesté, ça c'est le problème de ceux qui le contestent. On ne peut pas changer cet avis-là. Mais... Je passe au quatrième point. Le quatrième point, c'est quoi? C'est que moi, je suis allé au nord-ouest, au sud-ouest. J'ai trouvé là-bas des unionistes, des adeptes du retour au Nigeria, des sécessionnistes au sens de... pur et terme de couper le Cameroun. Tout à fait. Que M. Biya discute ou pas avec eux, il faut couper le Cameroun. Oui. J'ai trouvé des fédéralistes, j'ai trouvé des unitaristes, ceux qui sont attachés à la République unitaire. Donc, il y a un conglomérat d'au moins 8 tendances qui sont actives sur le terrain et qui vous expriment des points de vue qui ne sont même pas conciliables, même si on venait par rapport à l'usage dans les services, dans l'administration de la justice, une insuffisance de l'utilisation de la langue anglaise, dans les administrations publiques, parce que les deux langues sont égales de par la Constitution. C'est pour ça que la commission de promotion du bilinguisme a été mise en place pour promouvoir un usage égal des deux langues. Mais le président n'a pas dit qu'il y a un problème anglophone. Non, il a accepté le problème anglophone. Non, attendez. Il ne faut pas que je ne voudrais pas qu'on se perde dans cette terminologie. Je ne veux pas que l'opinion retienne que moi j'ai dit que le président a reconnu. Il est. Non, je suis d'accord avec toi. Je veux que l'opinion retienne que moi j'ai dit
que M. Biapol a reconnu le problème Il anglophone est. et que mon ami Angelbert dit sais, que le président n'a pas reconnu. Est C'est- anglophone celui qui parle Juste- non. anglais. Quand ça met ça, quand ça Mon met- on continue. épouse est anglophone. Non, on est Parle d'accord. bien anglais. Non, je veux seulement qu'on Je admette. suis francophone parce que je parle Est-ce français. que M. Biapol a Mais reconnu on ne peut oui ou pas non dire que- l'existence du problème anglophone? C'est ça la seule question. Laisse-moi donc continuer. Non, ça c'est les explications. Voilà. Je dis donc que je suis francophone Est-ce que parce que je Biapol parle a reconnu français. l'existence du problème anglophone? Oui, tout à fait. Je parle français Est-ce que- pas parce que je suis francophone, j'ai- parce que je parle je suis pas le français, modérateur, pas mais- parce que je suis originaire Non, ça du c'est sang. le débat. Ça c'est le débat. Ça c'est un faux Ça, débat. c'est un Ok. débat, absolument. Donc C'était c'est pas pour parce la- qu'on est originaire du Nord. C'est la réaffirmation qu'on par est le président. anglophone. Est-ce que le président Biapol a reconnu l'existence d'un problème anglophone? Il a Moi, je reconnu- dis qu'il a reconnu. Il a reconnu un déficit Non, de le l'utilisation problème anglophone. publique de l'utilisation de Alors, l'usage ok, public nous- de la langue nous en sommes- anglaise. Nous en sommes à la question Bien. du dialogue. Alors, La question du dialogue. Vous savez, Guy, moi je dis, pour ceux qui nous regardent, vous pensez que, vraiment sans sous-estimer la pertinence ou la capacité tentaculaire de Hilaire Kamga et de ces associations, vous pensez que ces gens-là ont plus d'informations sur le nord et le sud-ouest que le président de la République? Vous pensez vraiment que le président Biya, président de la République du Cameroun, n'a pas une structure, des moyens d'intervention pour écouter ce qui s'exprime dans le nord-ouest et le sud-ouest? Nous avons commencé précisément par des revendications socio-corporatistes. Et pas moins de 22 mesures ont été prises par le gouvernement pour régler précisément les principales revendications portées questions pratiques qui se posent sur le terrain au nord-ouest et au sud-ouest, y compris la question politique, est entretenue actuellement par le gouvernement. alors, il n'y a pas de pourrissement de la situation. Les accusations de pourrissement. Oui, ça les ne- accusations on de accuse- pourrissement, ce Oui. sont nos adversaires qui veulent le pouvoir. Tous ces partis politiques, quand on les crée pour conquérir le pouvoir. Et il n'est même pas exclu que ce soit une stratégie pour eux. Oui, le RDPC est venu s'asseoir avec nous. Vous êtes incapable de gouverner. Vous êtes incapable d'assumer. Laissez-nous la place. Voilà la discussion. Il vous parle de la conférence nationale. Quel est le texte camerounais qui imposait le président Biya de faire une conférence nationale au Cameroun? Dans un pays où on demande une délibération républicaine. Pour moi, et pour nous au RDPC, le dialogue est républicain. Ça veut dire qu'on ne met pas entre parenthèses les institutions de la République. C'est même ces institutions qui doivent initier le dialogue. Et je vous rappelle que les 3 grands moments que j'ai cités dans l'histoire du Cameroun, et qu'il les reconnaît, qui ont été des moments importants pour la vie de la construction de la nation camerounaise, ont été initiés et convoqués par les institutions publiques camerounaises. La conférence de Fumban est convoquée par le président Ahidjo. Et j'aimerais bien que Hilaire Kamga me dise, de 1961 à 1972, moi j'ai eu la chance d'être dedans. Parce que j'étais dans l'administration dedans. Je vous dis, le vice-président de la République fédérale du Cameroun, c'était du pipeau, excusez-moi, prêtez-moi l'expression. C'est ça qui C'était appelle du pipeau comment? Il n'avait aucun pouvoir, parce que quand il vous dit que... Qui même devait ça, lui en c'était- donner alors? Justement, parce que parler. on ne dit pas... je vois un peu cette lecture historique qui n'est confortée par aucun travail scientifique sérieux. Ah non. Oui, relisez les travaux de... professeur Boumsi Mais a fait ça. relisez le professeur Aboua Daniel. Non, ça c'est à boire. Non, oui, Il voilà, était un très brillant. vous voyez Aboua ce était un que, très vous brillant. voyez donc, On dans prend- l'histoire du Cameroun, maintenant, même dans Non, l'approche il est très historique, brillant. aucun fait dans l'histoire des institutions publiques et des faits sociaux au Cameroun ne confirme l'analyse, le survol historique qu'il a fait tout à l'heure. Sur quel- Moi, je ne quel- peux pas entrer là-dedans sur quel parce aspect? que Sur quel je aspect? ne voudrais pas qu'on mette le débat sur ces aspects-là. Sur quel aspect? Je voudrais que ceux qui nous regardent comprennent que le gouvernement actuel, Hilaire Kamga et moi, vous Guizo et tous ceux qui nous regardent, nos compatriotes, nous avons un défi qui est lancé à nous Camerounais d'aujourd'hui. Comment on le résout? Pour eux, c'est le dialogue. Comme si dès qu'on aura décrété qu'on se retrouve au palais des congrès de Yaoundé ou je ne sais pas où, avec je ne sais pas trop qui, parce qu'aujourd'hui, là, on me disait encore que Célestin Bédiga a créé son parti politique, Chantal Tulé en a créé un mouvement, oui, un mouvement, il l'appelle donc, pas nous sommes Bédiga. à près de 306 partis politiques. Si vous prenez seulement les partis politiques, il n'y a plus de place ni pour l'Église, ni pour les associations de la société civile. Ah bon. Heureusement, j'ai entendu quelqu'un dire, prenez seulement ceux de l'Assemblée nationale, comme si le leadership de l'Assemblée nationale était absolu. Absolu. Non, soyons sérieux. Je dis que le gouvernement qui est en place et le président Biya est suffisamment mieux informé que nous tous sur cette crise. Pourquoi? Parce qu'en 1979, dans la délégation qui descend au nord-ouest et au sud-ouest, Il en fait partie. lorsque la crise déborde, il fait partie de cette délégation.
Et je suis sûr qu'il a des éléments historiques, des éléments de crise qui permettent qu'il prenne la responsabilité de dire ce qu'il a dit il y a 3 jours. Il y a quelques jours, lorsqu'il rentrait du sommet de Côte d'Ivoire en disant que le Cameroun que moi je gouverne là, le Cameroun que je dirige, est attaqué par une bande de terroristes, des criminels. C'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le gouvernement, nous avons des gens qui nous empêchent de travailler dans le sens de ramener la sérénité politique, qui nous permet de faire en sorte que Hilaire Kamga et ses amis de l'opposition présentent des programmes et une offre politique convenable aux Camerounais pour qu'ils se posent de façon souveraine sur les différentes ordres, les différentes offres qui seront faites sur le marché électoral. Demain, nous aurons une élection en 2018. On va en parler tout à l'heure. Vous pensez qu'à 1 an de l'élection présidentielle, nous, du gouvernement du RDPC, nous allons prendre la responsabilité de mettre le Cameroun sens dessus dessous, juste pour faire plaisir à quelques partis d'opposition qui veulent avoir le privilège de dire nous on a siégé. De quelle légitimité parle-t-il? Le seul qui exerce l'autorité de l'État avec le Parlement, parce qu'ils ont été élus souverainement par le suffrage universel, c'est le président de la République et le Parlement. Donc moi je ne sais pas quelle est la légitimité dont c'est réclamé. Peut-être ils ont des associations légales. Pour le dialogue, je résume. Le dialogue se fait actuellement. Dans la salle. Il est en cours déjà. Le moment là n'est pas encore arrivé. Ah oui, il viendra alors. Le moment là va arriver où le président de la République, sereinement, parce que la question était déjà politique. Ces gens-là, moi je suis allé au nord-ouest et au sud-ouest, et contrairement à ce qu'il Kamga dit, je ne veux pas l'avoir pour le tourisme. Je vais pour y travailler, monsieur. Et je travaille dans un secteur où je touche les populations les plus vulnérables. Je vous dis que le dialogue est même très poussé. Les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les autorités administratives, les responsables des municipalités, les députés, les sénateurs, un certain nombre de responsables à Yaoundé discutent continuellement, régulièrement avec les composantes de la nation camerounaise qui sont installées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour amener la sérénité qui permet justement une mise à plat de la question politique, si tant est qu'il y a une question politique qu'on ne doit pas discuter, qu'on ne doit pas soumettre au suffrage universel à l'occasion d'une élection présidentielle. Voilà, alors Hilaire Kamga, vous avez pris des notes, hein, je vois que vous avez beaucoup de choses à répondre. J'espère que j'aurai le même temps. Absolument. Non, sur cette question, hein, pour dire, d'abord sur le premier aspect, je vais citer 2 noms. Harmonie Bobga, Maître Harmonie Bobga et Antoine-Marie Ngonor. D'abord, pour commencer, pour rappeler que ces 2 hommes qui ont été très proches et qui ont 2 lectures pratiquement similaires, sauf que l'un a glissé vers le sécessionnisme et l'autre est dans l'option de dialogue. Antoine-Marie Ngonor, il a été le patron de la CRTV. Il vient de commettre une petite réaction qui fait baisse. Oui, tout à fait. Qui fait baisse pour dire il y a un problème de communication auprès du président pour le président de la République. Harmonie Bobga, je le prends pour la simple raison que c'est un avocat de la région du Nord-Ouest. Il fait partie des personnes recherchées aujourd'hui. Il a été mon, je vais pas dire mon collaborateur, non, mon adjoint dans l'un des plus grands programmes de 1996 pour instaurer la démocratie au Cameroun. Il croit au Cameroun. Hein, ce programme, on a, à la demande de M. Biapol, M. Antoine, M. André Tchungi,